Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Deux petites secondes, je vais chercher de l'eau. On va y aller. Bulls France, salut poto. Enfin sur, euh, enfin sur Twitch. Ça fait longtemps que t'étais pas venu sur un live. Ouais, bon, il n'y en a pas eu trop hein, depuis le confinement. On en a fait. Là, je pense qu'ici la semaine prochaine, je vais recommencer un petit peu. Surtout, c'était par rapport au bilan de la saison, un petit peu par équipe. Donc, on a déjà fait Atlanta et Boston avec une petite notation. Et puis là, on va faire un petit peu sur le reste. Ouais, ce sera un live sur The Last Dance. Donc, bon, on va parler un petit peu de ce qu'on a vu. Il y aura pas mal de hors contexte. Il y a des anecdotes folles sur Dennis Rodman. Il y a des anecdotes un petit peu surprenantes sur autre chose aussi. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais voir si je peux régler ça, c'est bizarre là. Hop, voilà. Allez, on va boire un petit peu puis on va y aller. Pamenos. Après, bah, bonne nouvelle. Franchement, moi je vous avais dit, hein, j'ai pas du tout aimé les premiers épisodes. Donc le premier, c'est l'épisode classique. On retrace un petit peu la jeunesse de Jordan. Bon, bah ça c'était obligé de passer par là. Bon, il n'y a pas vraiment de méga surprise. Ça fait plaisir de revoir un petit peu du basket et tout. Le deuxième, pour moi, j'ai trouvé que c'était catastrophique. On en a parlé, hein, il y avait le cas Kroos. En fait, c'est l'angle d'attaque qui était mal ciblé. Ils ont pas mal ouais, même beaucoup de, de vidéos merde, je ne même plus parler. De vidéos que les personnes n'avaient jamais vues. Le problème, la danse, qu'ils avaient choisi un petit peu de tirer sur Kroos. Donc je pense que le fait que Michael Jordan soit un petit peu aux commandes, ça a dû un petit peu aider. Merci beaucoup au Boldon Live. Ça a dû un petit peu aider parce que Jordan, hein, Jordan n'était pas trop fan de Kroos. Ils en parlaient notamment dans le, dans le documentaire, dans l'épisode numéro 2, on voyait que Jordan n'était pas hyper fan du bonhomme. Bizarrement, Kroos se fait totalement cartonner. On ne nous parle pas de Q-Coach. On voit que j'ai la chance d'avoir pu voir en avance les 8 premiers épisodes. Euh, je crois qu'il y en a qu'un. On nous parle peut-être pendant 20 minutes de Q-Coach. Donc pour le moment, après je crois qu'il y en a 10, donc je ne sais pas ce dont ils vont parler dans les deux derniers épisodes. Mais en tout cas, Q-Coach s'est passé quand même très vite et c'est assez impressionnant parce que Q-Coach c'est un joueur qui était très important, c'est un joueur qui a mis pas mal, qui était très bon en clutch. C'est un joueur un petit peu qui a permis à cette équipe d'avoir un score supplémentaire, hein, parce qu'à part Jordan et Pippen, les autres ils tiraient un petit peu la langue, hein. Il n'y avait pas de joueur qui était capable de créer son shoot à part ces deux joueurs-là. Donc ok, le triangle a aidé, hein, le fameux système de Tex Winters. Et encore là-dessus, sur le triangle, il y a des avis un petit peu qui partagent, hein. Alors Robert Torrey qui a joué avec le triangle du côté des Lakers en fin de carrière. Lors d'une interview, il a dit non mais le triangle, les gens font tout un pataquès pour rien, hein. C'est simplement une partie de système qu'utilisent beaucoup d'équipes. Et puis c'est vrai que quand tu regardes un petit peu les fondamentaux basiques du triangle, hein, essaie d'avoir plusieurs solutions. Quand un porteur à la balle, d'avoir des mouvements pour permettre toujours au moins deux solutions, les deux côtés du triangle, on se dit c'est vrai que c'est pas ouf quoi. Ok, après il faut le mettre en place en permanence, de faire un mouvement collectif pour faire en sorte qu'il y ait toujours ces solutions-là. Mais bon, Robert Horry disait que c'était totalement surcoté, donc c'était assez marrant. D'ailleurs, il y avait pas mal d'anciens Bulls qui lui étaient rentrés dedans. Mais voilà, ça c'est après chacun se fait son avis là-dessus. Voilà.
Donc les deux épisodes d'aujourd'hui, c'était assez sympa. On avait à la fois Rodman, ça parle de Phil Jackson et ça parle de la grosse bagarre, bagarre des Pistons. Euh, en fait, comment Chicago a réussi un petit peu à franchir l'obstacle Détroit, hein, Détroit euh, qui avait la solution, le cheat code anti Michael Jordan, hein, en jouant de façon très physique, ce qui serait totalement impossible aujourd'hui, hein. Donc voilà. Quand on voit quelques extraits des vidéos, tu rentres en drive, tu prends un coude qui arrive par là, tu te fais arracher le bras de l'autre côté, on te jette par terre. Bon, le mec, il prend une faute, voire au pire une technique, mais normalement, là, quand on voyait ces vidéos, c'est quand même bien marrant, parce que tu te dis, putain, mais aujourd'hui, il y aurait il y a des disqualifiantes pour moins grave. Donc c'est vrai que ça, c'était assez marrant. On va commencer par où? Il y avait un truc... il y a pas mal de trucs à dire, donc j'aimerais bien essayer de tout placer et de pas zapper, parce qu'à chaque fois, j'oublie toujours pas mal de trucs. Euh, donc voilà, un petit début, on va parler de quoi? Euh, Putain, je sais même pas. Ah ouais, truc marrant que j'ai trouvé. Bon, ça c'est pas dans le documentaire. Euh, et par contre, quand on va parler de la bagarre des trois Pistons Chicago, un truc à savoir, vous avez tous vu le passage, ou alors peut-être vous l'avez vu sur Twitter, ou vous verrez que Michael Jordan et Isaiah Thomas, c'est pas l'amour fou. Alors Isaiah Thomas, attention, Isaiah Thomas c'est le plus grand des serpents de la NBA. Le mec, quand tu le vois, tu te dis putain il est génial ce mec, le mec c'est un marchand de tapis, Isaiah Thomas, hein. Il te parle, il t'embobine et tout, il y a qu'à voir. Isaiah Thomas, il a le beau sourire, il a une voix, t'as pas de voix plus douce que celle d'Isaiah Thomas, hein. Quand il parle, il te berce, quand il te raconte des histoires, t'as envie de le croire. Le truc, c'est qu'attention, hein, Isaiah Thomas, généralement, quand dans une équipe de gros méchants, t'as un gars qui tient la baguette, il y a une raison pourquoi il tient la baguette, hein. Et pourquoi il tenait la baguette, Isaiah Thomas, c'était pas parce que c'était un petit, euh, un petit gentil qui avait réussi à séduire Rick Mahorn, Rodman et Bill Laimbeer, hein. C'est tout simplement, et bonjour à ceux qui arrivent, Isaiah Thomas, c'est vraiment une petite fouine, hein. Tout comme Jordan, attention, hein. Jordan, plus grand joueur de l'histoire par rapport à tout ce qu'il a apporté à l'NBA clairement. Bon, sur le terrain, on ne saura jamais, hein. Comme je disais, ça ne sert à rien de comparer les époques. Euh, Jabbar, il a fait des trucs de fou. James, il a fait des trucs de fou. Jordan a fait des trucs de fou. Sur le terrain, tant qu'on ne peut pas comparer les époques, ça ne sert à rien, hein. Comme dire que Pelé est meilleur que Ronaldo ou Messi, peut-être, peut-être pas. Moi, je pense plutôt que les nouveaux, c'est au-dessus, mais bon, on ne sait jamais. Le truc avec Isia Thomas, il y avait toujours une grosse animosité entre ces deux-là et ça a été créé en premier par Isia Thomas. Pourquoi? On a. Alors, je ne me rappelle plus quel joueur qui avait balancé l'info. Je crois que c'est John Saley, un ancien joueur de Détroit. Un jour, Isia Thomas. Alors, Isia Thomas, il faut savoir, c'est qu'il a grandi à Chicago. C'est le kid de Chicago, c'est la fierté de Chicago, Isia Thomas. Il a grandi à Chicago, un jour il rentre chez lui, il voit son neveu il a un maillot de Michael Jordan, il vire. Il fait, t'es sérieux là, tu fais quoi? Tu fais quoi là? Donc voilà. Euh, il va voir son neveu, pas à Chicago, il va voir son neveu à Détroit, mais il savait que lui c'était le kid de Chicago. Si tu prends le maillot, tu dois avoir le maillot d'Isia Thomas, c'est ta famille, et le fait d'avoir Michael Jordan, quelque part, hein, il y a eu le petit switch. Donc lui, le kid de Chicago qui s'est fait détrôner par le roi de Chicago. Donc voilà, un petit peu début d'animosité là-dessus. Après, Jordan, on voit clairement dans le documentaire qu'il est vraiment pas très content quand... et ça c'est un euphémisme, hein, quand les Pistons tombent et qu'il se barre sans serrer la main, le truc, bah, moi je peux totalement comprendre. Personnellement, je pense que sur 3000 matchs de foot que j'ai dû jouer, quand je perds, j'ai dû serrer deux fois la main, peut-être, hein. Quand je perds, je suis toujours le premier. On prend les raccourcis, on esquive tout le monde, on baisse la tête et bon, parce que voilà, un mauvais perdant, voilà, ça c'est moi. Je comprends tout à fait ce qu'on fait des trois.
Ils ont cartonné pendant un moment Chicago. Ils savaient que Chicago, c'était l'équipe qui arrivait, hein. Détroit, ça commençait un petit peu à être en bout de souffle. Bon, bah, ils ont pas trop apprécié la défaite. Bon, ça, c'est. Bon, serrer la main, bien sûr que c'est l'esprit Coubertin. Ne pas le faire, bon, pour moi, c'est pas le truc le plus dramatique possible non plus. Mais Jordan l'a vraiment, vraiment pas du tout digéré. Alors toi, c'était plutôt Team Détroit ou Team Pistons. Alors, moi, j'étais très jeune pour cela, hein. Là, j'étais quand même moins à l'époque des Chicago Détroit. C'était beaucoup plus dur que maintenant que de voir des matchs, hein. Moi, j'ai plutôt suivi sur les titres suivants, là, l'épopée Chicago suivante. Sur les premiers, hein, j'étais vraiment trop jeune, hein, donc je vais pas dire j'étais plutôt une team ou une autre. À l'époque, c'était quand même bien distant. C'était voilà, si tu arrivais à trouver un truc dans l'équipe, tu étais content de lire un article dessus. Voilà, les premiers titres en 91. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans. Bon, hein, on va pas dire, je me positionnais là-dedans, c'était il y a trop longtemps, hein. Alors que personnellement, je sais que si j'étais à l'époque actuelle, je serais toujours pour l'équipe qui joue dur. Parce que moi, je suis un petit peu. Bah, j'aimais beaucoup New York, j'aimais beaucoup Miami. J'aime bien les équipes qui jouent assez physique, hein. Les équipes comme ça, c'est vraiment les équipes qui me. Les équipes qui rendent le jeu un petit peu pourri. Euh, je kiffe, pourquoi? Parce que ça nous fait des matchs un peu ambiance playoff où chaque panier mis, tu sais que c'est un panier qui a été difficilement marqué, hein. Voir jouer Houston, moi ça me fait gerber, hein. Voir un mec qui joue 80% du temps l'isolation, il refuse les écrans, hein. On voit bien, James Harden refuse les écrans, non laisse-moi le jouer un contre un. Bon, moi ça c'est pas le basket que j'aime, hein. Si je peux éviter Houston, je préfère voir jouer Charlotte contre Chicago actuel que de voir y jouer Houston, clairement, hein. Même si, bon, cette année, quand ils ont enlevé le pivot, c'était quand même assez sympa de les voir jouer avec un Westbrook qui était plus fort que jamais, hein. Il est moins bon athlétiquement qu'avant, mais bon, avec le style de jeu, ça allait quand même très très bien. Voilà. Bah Ménos, toi t'avais l'âge, mais il n'y avait pas d'image. Bah voilà, c'est ça le truc, c'est que dans les années 80, au début des années 90, je sais pas, les demi-finales de conf ou les finales de conf, alors je sais pas où est-ce qu'elles étaient diffusées dans les années 90. Il faudrait demander à Georges Eddy, parce que lui, certainement, il a dû les couvrir. Mais bon, moi, je sais que j'étais trop jeune, donc je vais pas dire, je vais pas inventer, je vais m'inventer une vie en disant je suis plutôt Team Bulls ou Team Pistons. Clairement, bon, me connaissant, je pense que j'aurais été Pistons parce que bah, Bill Laimbeer, ça fait rêver, hein, donc voilà. Voilà. Alors, d'ailleurs, truc marrant là-dessus, hein, Dennis Rodman, il avait déclaré dans le documentaire, euh, on était comme une équipe de hockey, les gens voulaient nous voir nous battre. Bah, c'est clair, hein, de toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, les mecs se sont vite grisés comme ça, hein. Quand tu joues physique, bah, les autres équipes, le public, il te colle une image de physique, de physicalité, et ils veulent voir ça, hein, ils veulent voir des joueurs qui rentrent dans les autres. C'est vrai que ça, c'est toujours assez sympa. Donc après, bon là je vais revenir, on va balancer des anecdotes, c'est toujours ça plus marrant que de simplement parler de ce qui s'est passé dans le, dans le documentaire. Et puis s'il y a un truc qui vaut le coup d'être développé, comme on a pu le faire l'autre fois avec l'absence du traitement Kroos et Kukoc, hein, surtout la jalousie de Pippen pour Kukoc, ça c'était un truc, moi je sais que je l'ai vécu. Euh, Pippen, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, hein, dans son style de jeu, c'était un des joueurs les plus élégants, hein. Moi, personnellement, j'ai connu vraiment le deuxième three-peat de Chicago. Bon, Jordan, clairement, c'était le meilleur joueur, mais moi, j'ai préféré voir jouer Pippen que Jordan, parce que je le trouvais plus élégant, hein. Donc, comme maintenant, tout le monde sait à peu près que James est le meilleur, mais il y a des gens qui vont préférer Kawhi Leonard, il y a des gens qui vont préférer Curry, voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Mais bon, au final, hein, si on se pose vraiment la question à soi-même, on sait bien, hein, bon, James Durant, on peut dire que Durant l'a peut-être rattrapé, mais bon, il a pas. Au moment où Durant était au top, il se blesse. Donc ça, c'est dommage. En attendant de voir ce que va être Durant, on peut encore laisser encore quelques mois James number one, en attendant de voir si Kawhi arrive si Kawhi ou Durant revient, ou alors si Giannis arrive à passer un cap, hein, voilà, tous ces joueurs-là qui sont juste derrière LeBron. Après, c'est bête, hein, il n'y a qu'à voir ce que disent les joueurs NBA quand on leur demande leur avis. Qui est le meilleur joueur actuel? Bah, souvent, c'est LeBron qui arrive en tête, hein. Et eux, c'est les acteurs majeurs. Donc,
pourquoi essayer de s'inventer des vies, des analyses et tout, quand bon, bah, les joueurs qui sont sur le terrain nous disent quelque chose, bah, autant les croire. Voilà. Alors, il y avait on voyait quoi? On a vu un petit peu l'entente Jordan et Rodman. C'était assez marrant, hein, parce que Rodman c'était un joueur vraiment spécial. Pas que dans son profil, hein, dans la personnalité, hein. Il faut savoir que Rodman a eu une enfance, bon, dire difficile, alors là, c'est même pas un euphémisme, c'est 1% du truc. Le gars, il a son père qui s'appelait Philander Rodman. Philander en anglais, ça veut dire. Attends, j'avais noté la définition exacte, mais c'est en gros courir les jupons, c'est ça. C'est courir après les femmes. To philander en anglais, ça veut dire courir après les femmes, c'est un jargon péjoratif. C'était le prénom du père de Dennis Rodman. Son prénom, c'était Gros Chacal en gros. Et ce Philander Rodman, il avait plus de 20 enfants. Donc Dennis Rodman a plus de 20 frères et sœurs, il ne les connaît pas tous. Donc le gars, forcément, hein, ça tirait un petit peu au bazooka. Il explosait un petit peu partout, et puis il laissait des gamins à droite à gauche, et il se barrait. Philander Rodman. Rodman a grandi sans son père, sans figure paternelle, avec une maman qui l'a foutu à la rue assez jeune. Donc bon, il a grandi un petit peu tout seul, on sait qu'il a été une période un petit peu SDF. Voilà. On va y revenir un petit peu sur Rodman. Là, je dis des petites intros de ce qui va arriver, mais bon, ça c'est toujours assez intéressant de connaître des trucs comme ça que tu ne savais pas forcément. Le truc, d'où vient un Rodman qui est totalement déséquilibré, hein. Il n'est pas déséquilibré, il est déséquilibré surtout émotionnellement. Le gars, il n'a pas eu de cadre affectif classique. Et bah, de toute façon, je vais en revenir sur son déséquilibre émotionnel. Il y a plein de cas de figure où des journalistes en parlent, et on peut le voir aussi dans le documentaire. On voit que c'est un gars qui est assez spécial, hein. Même maintenant, on a l'impression, dès qu'il est un petit peu seul en interview, il est prêt à pleurer. On voit quoi? Ouais, on voit sa relation un petit peu avec Michael Jordan. Quand il fait une boulette, il va voir Jordan. Il n'ose pas s'excuser clairement avec Jordan, mais il sait qu'il a lâché un petit peu Jordan. Il tape à sa porte et il dit: Do you have an extra cigar? Est-ce que tu as un cigare supplémentaire? Parce qu'il sait que Jordan est un gros fumeur de cigares. Et en gros, hein, c'est sa façon à lui de dire: Voilà, désolé, j'ai merdé. Voilà. Là, je vais me remettre sur le droit chemin. Jordan intelligent disait: Bon, voilà, je sais qu'il a fait la concession de venir, hein, il a fait l'effort. Voilà. Après, ça nous présente Doug Collins. Doug Collins que Michael Jordan adorait beaucoup, parce que Collins avait un système, bah, il en parle, hein, fin de match, clutch, dans les moments clutch, comment est-ce qu'on va gérer un petit peu, quel était votre plan de jeu. Bon, vous écartez tous, vous donnez la balle à Michael. Et Jordan est mort de rire, on dirait de voir Neymar avec une blague qui l'a fait rire, un vrai sourire franc. On voyait dans les images que Michael Jordan kiffait vraiment, hein, qui kiffait vraiment Doug Collins. Sous cette période-là, il y a peut-être le shoot le plus célèbre de Jordan, hein, avec une très très belle action avec le shoot face à Craig Hello, hein, de Cleveland, où on voit Jordan qui commence à prendre son shoot. On a Craig Hello qui saute, Craig Hello qui retombe, Jordan il continue à monter, il finit son shoot, et puis après le moment célèbre de Jordan quand il saute et il donne les coups de poing en l'air, hein, les coups de poing rageux. C'est une des images qu'on connaît le plus de jeune Jordan, on va dire. Il n'y a pas 50 images, hein, sur Jordan. Je ne sais pas vous, quelle est votre image quand vous pensez à Michael Jordan, à quoi vous pensez? Il y a ce shoot avec ce Craig Hello. Il y a le truc quand il fait comme ça, quand il est en feu bouillant contre Portland, là, quand il met ses 3 points, il lève les épaules, il fait: Bah, c'est pas de ma faute, ça veut pas ne pas rentrer. Et puis il y a le shoot contre Byron Russell, hein, à Utah. Quand il fait la petite faute offensive, il pousse un petit peu le cul de Byron Russell, il shoot et il laisse la main. Bon, là, ça c'est une image, c'est son dernier gros shoot, vraiment costaud. Ouais. On me dit le dunk, le symbole Jordan, parce que des dunks, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu vraiment beaucoup, hein, de dunk de Jordan. Et après, je sais pas, vous, quand vous pensez à Jordan, vous pensez à quoi? Moi, j'ai peut-être ces trois images. Le plus rapidement, là, si j'essaie de fermer les yeux et de me dire Jordan, c'est quoi?
le machin comme ça, là, je sais pas, ça m'a toujours dit, j'ai toujours trouvé ça assez cool quand il disait, bon, bah, je sais pas, ça veut pas ne pas rentrer quand il bombardait Portland. On a bah, son shoot contre Craig Hello et le shoot, le dernier shoot de sa carrière à Chicago, hein, quand il reste longtemps avec le bras en l'air et qu'il sait il vient d'être champion. Donc bon là c'est quand même assez top hein, comme image. Après je vois pas trop comme quelle autre image j'aurais moi personnellement sur Jordan. Après le reste hein, c'est tout au même niveau. Dunk contest, ouais. Après dunk contest c'est autre chose. Moi j'ai jamais été trop dans les délires de dunk contest, hein. Même les dunk contest de ouf, voilà c'est marrant 5 minutes, mais j'ai jamais été trop fan, hein. Je trouve qu'un dunk en match, pour moi un dunk de Sean Kemp qui arrive, qui déboule et qui dunk sur la tête d'un défenseur et qui fait comme ça sur Alton Lister, il lui dunk dessus, il lui fait tiens dans ta gueule. Ça, pour moi, ça vaut n'importe quel dunk de Carter, de Griffin, de Michael Jordan en dunk contest, hein. Bon, après, chacun ses goûts. Bon, je pense que ceux qui suivent là, ils ont déjà joué au basket. Faire une belle figure, c'est une chose. Mettez-vous un mini panier et essayez d'aller dunker sur un gars, vous verrez la différence. Même un dunk simple, propre, à un pied ou deux pieds, vous montez, vous dunkez sur la tête de quelqu'un, c'est hyper dur. Donc imaginez ça, bon, il n'y a rien à voir, quoi. Tu peux me faire un 2 360, pour moi, ce sera jamais plus impressionnant qu'un bon gros facial. Voilà. C'est pour l'image, ouais, c'est vrai qu'après, pour l'image, Jordan, il a le truc, c'est que, j'en parlais, hein, sur le terrain de basket et de façon aérienne, il était aussi élégant qu'il est peu élégant dans ses tailles de pantalon, hein. Donc, comme je disais, Jalen Rose qui se foutait de sa gueule, qui disait qu'il savait pas choisir ses tailles de pantalon. Parce que Jordan, on a l'impression qu'il est toujours habillé trop large. Le délire Allen Iverson à mettre des pantalons taille 5x de plus que sa taille, c'est un peu le délire Jordan, hein, quand il a des costumes. Jordan, il a des épaules très larges et quand on a ses costumes, on dirait qu'il le finit là, son costume. Le gars, je sais pas, il doit aimer les chevaliers ou les délires comme ça avec des grandes épaulettes. Il doit avoir un délire spécial roi Arthur, lui, hein. Voilà. Bref. Donc on nous parle quoi? On nous parle la partie Détroit avec les Jordan Rules, hein, quand Détroit aime bien défoncer Michael. On nous parle de quand on voit Détroit qui mène un petit peu, qui perd 2-1 donc ils perdent deux fois, ils s'affrontent trois fois, les deux premières fois Détroit l'emporte. Mais la toute première série, on a Détroit qui gagne 1-2. On a Chicago qui gagne 1-2, hein, donc deux victoires pour une défaite, et Détroit qui remonte hein, avec un traitement tout simplement horrible, hein, qui cartonne avec une façon, avec un jeu physique au paroxysme, hein, donc c'est n'importe quoi. Voilà. Après, on voit quoi? D'ailleurs, le truc sur Craig Hello, c'était assez marrant parce qu'on a Ron Harper, on voit que Ron Harper qui après a été joueur avec Chicago, à Chicago avec Jordan. Il en a certainement parlé à Jordan, hein, parce que lui dit que il avait la mort de pas défendre sur Craig Hello parce que lui était un joueur réputé défensif. D'ailleurs, à Chicago, quand il arrive à Chicago, Ron Harper, en provenance des Clippers, c'était un joueur en moyenne, il tournait entre 16 et 20 points hein, en carrière. C'était un vrai attaquant. Aux Bulls, je crois qu'il a dû faire qu'une saison à plus de 11 points, sinon le reste c'était c'est un joueur qui était là vraiment pour la défense, quoi. Il partageait beaucoup de son temps de jeu, il jouait jamais plus de 26 27 minutes. C'était un joueur qui était surtout là pour l'aspect défensif, hein. C'était un grand garde, ça leur permettait d'avoir entre Pippen, Jordan et Ron Harper, tu avais trois joueurs d'une taille poste 2 3 qui étaient capables de défendre sur tout ce qu'il y avait en face 1 2 3. Ils étaient polyvalents, donc vas-y, tu prends un écran, il n'y a pas de souci, le switch il est là, il est prêt, le joueur il sera bon défensivement. Lui aurait aimé défendre sur Jordan à la place de Craig Hello. Le coach a dit non, non, moi je veux Craig Hello. Il avait chopé la mort. Et ce qui était marrant, c'est qu'après Jordan a déclaré j'étais content que ce soit Craig Hello sur moi sur cette action parce que Craig Hello me posait moins de difficultés que Ron Harper, hein. Donc vraiment le truc pour foutre les boules à Ron Harper. Donc ça c'était assez sympa, hein. Après, on voit quoi? On nous parle ouais, John Saleh, quand il nous parle de l'époque Détroit qui cartonnait bien, il nous dit quoi? T'entres dans la raquette, boum. Voilà, bon, là, bon, on a bien compris, et c'était vraiment ça, hein. Donc, comme je disais, euh, la défense à l'époque, c'est un truc, c'est plus le même sport. C'est vraiment plus le même sport, hein. Tu rentrais dans la raquette, tu prenais des manchettes, des avant-bras dans la tête.
Maintenant, bah, il y a qu'à voir. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, j'aime pas Stephen Curry, j'aime pas voir jouer James Harden. Ce sont des joueurs magnifiques, j'aime pas les voir jouer tout simplement pourquoi? Parce que ça cherche des 3 plus 1, le truc que je comprends pas, hein. Ça cherche à isoler un petit peu le gars, prendre un 3 points, tout faire pour que l'autre vous touche le bout des doigts, puis après il se finit sur le cul, il regarde l'arbitre. Bon, ça je peux pas, ça je peux pas, pour moi ça c'est Valbuena qui fait ça. En NBA je tolère pas, et James Harden et Stephen Curry c'est les spécialistes pour ça, hein. Essayer de prendre un shoot, de mettre tes pieds un petit peu en contact avec le shooter adverse. Voilà, ça dans les années 90, c'était pas possible, hein. Ça pouvait, je pense, ça aurait fait déclencher quelques bagarres. Voilà. Après, il y a le passage un peu triste sur Rodman, hein, donc comme j'en parlais, un petit peu déséquilibré émotionnellement, peut-être un peu mentalement aussi. Le gars qui pétait des câbles à boire tout seul après un titre de Détroit, il se saoule un petit peu, il s'endort dans sa voiture avec un fusil à côté de lui. Bon, Détroit s'est gentiment débarrassé de lui, il finit à San Antonio. Madonna le récupère et se dit putain il me plaît bien celui-là et bon il est encore jeune, hein, je vais en faire mon sex friend qui peut-être sera plus parce que c'est ce qu'elle voulait, hein. Euh, Elle lui a dit, hein, ils en parlent dans le documentaire, alors je sais plus quel mot ils ont utilisé exactement, mais c'était du genre tu dois être ce que tu veux être ou tu peux être ce que tu veux, bref. En gros, elle appuie sur les bons boutons et l'autre il a un switch, bah, en fait je vais être une rockstar. Et c'est clairement ça, hein. Donc là, après, on va un peu plus rentrer dans ce qu'était Rodman. Et là, il y aura beaucoup de choses que je vais dire qui ne sont pas sur le documentaire. Et ça va être, il y a beaucoup de trucs vraiment très très marrants là-dessus. Bon, à savoir, c'est que Rodman, à l'époque, c'est quand même un joueur qui était avec, on va dire, tapé Mademoiselle Madonna et Carmen Electra. En gros, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas à l'époque, Madonna, bon, les jeunes ne connaîtront peut-être pas ce qu'elle a été. Vous prenez Shakira, vous prenez Beyoncé, vous prenez Rihanna, vous mettez tout dans un shaker, c'est moins gros que ce qu'était Madonna à l'époque. Madonna à l'époque, c'était Michael Jordan femme sur la musique, hein. Madonna, c'était vraiment le big big name, hein. Dans le monde, il n'y avait pas 50 célébrités, il y avait Michael Jordan, Michael Jackson, Madonna. Que des M d'ailleurs. Voilà. Madonna, c'était un truc de ouf, la célébrité. Carmen Electra, en gros, c'était de la Kim Kardashian qui aurait fait une série où elle court en maillot de bain sur la plage avec David Hasselhoff, hein. Donc voilà, Carmen Electra, actrice de Alerte à Malibu. Je sais pas si celle-là, elle a pas traîné un petit peu du côté de Playboy ou les machins comme ça. En gros, voilà, à moitié personnalité de charme, bimbo, et voilà. Donc l'autre s'est fait quand même assez plaisir, le petit Rodman. Madonna voulait absolument un gamin de lui, donc il y a des histoires assez marrantes apparemment quand, euh, quand elle était en ovulation. Et que lui il était en vadrouille à droite à gauche à Vegas, elle l'appelait, elle était à New York, elle prenait un avion, elle arrivait direct, bim bam, remplis-moi, je veux mon enfant, et hop, elle repartait. Donc c'était assez marrant, c'était assez marrant. Donc ça, on va en venir sur l'accident regrettable de Dennis Rodman. Euh, voilà, donc ensuite on a le petit passage, un truc assez marrant de Rodman. Donc il faut savoir que Rodman, il avait bien fait la misère à Pippen, hein. Il avait mérité des disqualifiantes, hein. C'est parti en bullying, comme on dit en anglais, hein, le fait d'être un petit peu, merde, euh, perdu le mot en français, pas de boxer, mais d'intimider, plus que de l'intimidation sur Pippen, euh, de la part de Dennis Rodman, hein, Pippen ne pouvait tout simplement pas le piffrer. D'ailleurs, quand Rodman a signé à Chicago, il a dû présenter ses excuses à Pippen. Et assez cool, quand Rodman jouait à Chicago, il avait toujours, c'était plus le même Rodman qu'à Détroit, il avait toujours ses délires, il avait commencé ses délires de coupe de cheveux du côté de San Antonio, hein. Il avait des coupes vertes, violettes, tout ce que vous voulez. Du côté de Chicago, il a continué ça. Et ben, quand Pippen revient, on voit, hein, il avait mis le 33, quand Pippen avait fait sa petite grève qu'on voit dans l'épisode 2, on a Rodman qui avait balancé des petits trois de partout dans sa tête, hein, en hommage justement à Pippen qui faisait son match de retour. Voilà.
Après, bah là, on va enchaîner sur un peu pas mal de trucs sur Rodman. Je crois que c'était ça, voilà. Et on va, bah, avant, pour faire la transition, on va utiliser ça. Quand Pippen, dans l'épisode 2, on voit que Pippen avait décidé de ne plus jouer pour les Bulls. Au final, il était plus blessé, les playoffs s'approchaient, il voyait que la direction des Bulls allait pas céder. Et bah, boum, boum, il a repris, quoi. Il a joué avec Chicago. Quand il n'était pas là, Chicago continuait à gagner grâce à un très bon Rodman qui était responsabilisé avec Jordan. Donc tout ça, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Et Jordan était bien content parce que voilà, Rodman était dans le moule, ça tournait bien. Et quand Pippen revient, Rodman, qui a toujours été quelqu'un en manque d'affection, en manque de soutien, on l'a dit, hein, par rapport à ses antécédents, dont on va revenir très très rapidement, et ben on voit le petit Rodman qui demande des vacances tout simplement parce qu'il se dit voilà, j'ai fait mon taf, maintenant je sais que je vais revenir euh, l'option 3 un petit peu de toute la couverture médiatique de, de Chicago tout simplement, parce que ça n'a jamais été une option offensive, mais au niveau de la couverture, ben, on sait que Jordan, Pippen, c'était le duo fort. Rodman était le troisième homme fort, mais là, voilà, il retrouvait sa place de numéro 3. Bon, il avait pris goût à la place de numéro 2. Il dit à Phil Jackson, je veux des vacances. Donc, de toute façon, ça, vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas encore vu, vous verrez. Il demande, je veux des vacances. Ensuite, et c'est là, ouais, alors voilà, on a le passage où Michael Jordan va chercher. Alors ça, ils l'ont pas expliqué dans le documentaire. D'ailleurs, on peut se poser la question. On se dit comment ça s'est passé quand ils nous disent ouais, Michael Jordan va chercher Pippen parce que Rodman a eu des vacances. En gros, il a demandé un petit peu de temps pour souffler. Et voilà. Phil Jackson lui a dit ok, je te file du temps. Je te file un petit peu de temps libre. Tu vas pouvoir souffler, mais 48 heures. Euh, Jackson en a parlé à Jordan. Jordan était plutôt contre. Il fait non, mais s'il part à Vegas, il revient plus. Phil Jackson faisait confiance, hein. Et le petit Rodman, très malin. Moi, je pense que vous me donnez 48 heures, je prends 48 heures, bien sûr, hein, et pas venir. Ça, c'est comme quand les Brésiliens partent pendant la trêve. Dans 2 semaines, ok, merci. Bah, dans 2 semaines, je suis là, pas de souci, je suis là. Il te regarde dans les yeux et te serre les mains. Bon, le mec, il est là dans 3 semaines. Bon, Rodman, il nous fait la même. Le pack Samba di Janeiro. Et puis après, on nous dit que c'est bon, Jordan commence à en avoir marre. Jordan va chercher Rodman. Il faut savoir que Rodman habitait dans un appart qui était juste en face du Berto Center, hein, qui est le centre d'entraînement de Chicago. Rodman avait un appart juste en face. Donc Jordan va le chercher. Il fait bon, voilà, c'est un moment qu'on t'attend. Ça fait quelques jours qu'on t'attend. Tu traînes. Il va le chercher. Il dit que Rodman, quand il arrive, il en parle, hein. Il fait bon, je vous raconterai pas ce qu'il y avait sur le lit. Donc en disant ça, c'était assez marrant parce qu'il a pas dit je vous raconterai pas qui y avait. Donc ceux qui y avaient, c'est qu'on peut se dire que et après on a su, bah, elle en parle, hein, Carmen Electra était là, elle se cachait. Mais si elle se cachait qu'elle avait honte, c'est je pense qu'il doit avoir des jouets quelque part qui traînaient sur le lit ou il doit avoir des chaînes ou autre chose ou des trucs plus perforants, je pense, qui devait traîner sur le lit, hein. C'est comme on parlait de Jordan, on voit qu'il était un peu. Il n'est pas rentré dans les détails, mais il n'a pas dit je vous raconte pas qui. Il est pas. Voilà, il nous dit bien je vous raconte pas ceux qui y avait, hein. Il a bien dit what, il n'a pas dit who. Donc c'était assez marrant toute la partie implicite. Donc Jordan qui prend Rodman, et on a appris parce que c'est le Eir, là, je crois qu'il s'appelle comme ça, le mec qui faisait le journal, le mec qui a fait le documentaire. Donc il en interview un petit peu partout sur les podcasts américains, hein, notamment sur les podcasts qui sont assez cool avec Jalen Rose, ou pour ESPN, ou sur leur chaîne Jalen Jacoby. Il nous disait que l'appart de Rodman, quand tu ouvres, c'est quoi? Un matelas, un canapé, un frigo, une télé, rien. Pas de fourniture, pas de chaise, pas de table, rien. Donc le mec, c'est même pas un Formule 1, quoi. Il a le frigo, probablement la douche, et avec que dalle. En gros, c'était une fuck room, hein, qui nous avait construit, qui nous avait loué le petit Rodman. Donc magnifique.
Voilà. Donc après on a l'anecdote qui est très très sympa de Jordan hein, quand ils nous disent que bon Rodman avait raté un petit peu quelques jours, donc ils se sont dit allez il faut le remettre dans le bain physiquement. Jordan n'était pas trop d'accord, enfin, mais pourquoi on le remet dans le bain nous euh, soit il fait son travail tout seul, mais nous on a bossé, donc on n'a pas envie de se casser la tête, donc ils avaient leur truc tu fais des grands tours de terrain, hein, donc en gros je sais pas ça fait pas 400 mètres quand on regarde la taille du terrain, allez on va bien dire 200-300 mètres. En gros, il fallait faire des tours et le, le dernier du groupe, enfin tout le groupe doit passer devant le premier, et puis celui qui va mener le groupe, c'est lui qui donne le rythme. Et voilà, ça tourne comme ça. Jordan avait dit un petit peu à tout le monde, oh, c'est la reprise, on y va doucement. C'est la reprise de Rodman, mais nous, on s'est entraîné, allez-y mollo les gars. Et il disait que Rodman, bon, on pouvait attendre à le voir un petit peu KO après des jours de folie. Le mec, c'était un monstre physique, un bim, il arrive, les mecs, ils ont dû sprinter pour le dépasser, ils disaient qu'ils ont pris au moins 4 tours pour pouvoir le rattraper, donc ça, c'était assez sympa. Voilà. Après, bon, on va vraiment rentrer dans qui était Rodman. Bon, allez, raconter ce qui s'est passé dans le documentaire, c'est quand même un peu moins intéressant. Vraiment essayer de raconter un petit peu ce qu'il pouvait être. Donc, je disais que Rodman, c'était quelqu'un qui était quand même déséquilibré émotionnellement. Comme je disais, situation particulière, son papa il l'a pas connu, il a eu 20 gamins. Euh, il a sa maman qui l'a abandonné jeune. Il y avait Rodman qui parlait avec une journaliste d'ESPN il y a quelques années, lorsqu'il était convoqué au All-Star Game. Donc quand il y a l'annonce un petit peu des joueurs, il se fait siffler, il entend des cris il entend des sifflements dans le public, et il dit à la journaliste, mais je comprends pas pourquoi les gens m'aiment pas. La journaliste s'est fait, ah, mais Denis, c'est parce que t'as été un bad boy. Parce qu'à Détroit, les gens, à part Isaiah Thomas, comme je disais, qui sait se vendre avec son sourire, les autres, et Joe Dumars, qui était vraiment, il est réputé comme Monsieur Classe, hein, lui c'était le seul qui avait une réputation un petit peu classe. Les autres, c'était quand même bien ils avaient des réputations d'aimer ça, quoi, hein, d'être hargneux, d'être bagarreur. Donc voilà, le mec qui nous dit, voilà, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on m'aime pas, on voit que déjà dans sa psychologie, c'est quelqu'un qui a besoin, qui a toujours eu besoin un petit peu de, bah, de, de, de traces manifestes d'affection, hein. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passait. Ensuite, à savoir un truc sur Rodman. D'ailleurs, le début je crois que c'est le troisième épisode ou le quatrième. Ouais, c'est le troisième. L'intro, elle est magnifique, hein. Pour ceux qui connaissent pas la musique, I don't wanna be a player no more. C'est Big Punisher, c'était un gros son rap dans les années 90, hein. Big Punisher, un mec qui était énorme, qui est mort parce qu'il était vraiment trop big, hein. Un mec, je sais pas, il devait faire 150 kilos. Un super rappeur. Et le titre de la chanson, c'est I don't wanna be a player no more. Donc ils sont pas bêtes d'avoir choisi ça, hein, tout simplement parce que Rodman avait besoin de souffler, il avait plus envie de jouer un moment. Donc voilà, ils nous ont balancé cette musique. Là, c'est venu un petit peu en flash. C'était vrai que c'était assez marrant. C'était un très, très bon choix de musique sur l'intro. Alors je sais pas si l'épisode 3 ou 4, mais c'était vraiment cool. Il me semble que c'est le 3. Euh, Truc à savoir sur Rodman, voilà. Et période 96-98, c'était une icône mondiale, vraiment. Les gens ne se rendent pas forcément compte. C'était peut-être le deuxième joueur le plus célèbre de la NBA en termes de popularité. On avait Jordan, et puis après, et ben Rodman, c'était Rodman aux Bulls, mais tout le monde parlait de lui, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, il y a des gens qui connaissaient pas le basket. Moi, je kiffe Rodman. Je kiffe Rodman. Ou des gens qui allaient jouer au basket avec des gens cours de sport, le mec qui prenait un shoot et qui allaient sortir le nom, ouais, moi je fais ça comme Jordan, je fais ça comme Rodman. Je fais, oh, tu sais que Rodman il prend pas de shoot, il prend pas de shoot d'ici. Donc c'est assez marrant, vraiment, le gars, son nom était vraiment, vraiment très big. D'ailleurs, il y a qu'à voir l'influence qu'il avait. Le mec, alors dans les milieux des années 90, il y a un film Demolition Man avec Sylvester Stallone qui sort. Wesley Snipes en méchant, bim, la coupe de Rodman à l'époque aux Spurs. Truc vraiment impressionnant. Rodman qui en plus a fait un film avec Jean-Claude Van Damme, double team avec le réalisateur génial Tsui Hark, hein, le chinois. Imaginez, je sais même pas qui serait le joueur le plus pas corrosif, mais le plus polémique à l'heure actuelle en NBA. C'est tellement lisse que je ne saurais même pas dire c'est qui. Qui est le joueur qui est le plus polémique à l'heure actuelle en NBA? Jimmy Butler, Joel Embiid,
Russell Westbrook, c'est quand même assez léger, hein. On n'a pas vraiment de cas, la ligue est contre lui, où David Stern, il s'arrachait les cheveux avec Dennis Rodman, hein. Le mec, il tape un photographe. D'ailleurs, sur l'action où il tape, il y a un truc connu, Irving, il est pathétique. Il est pas comme ça. Les coquillages dans les toilettes, ça a marqué ça. Peut-être Durant, mais encore, ça c'est des serpents en fait. Tu me dis Irving, tu me dis Durant, ça c'est des joueurs qui ont des sales mentalités. Rodman, c'était pas une sale mentalité. Rodman, c'est simplement, c'était un Viking le mec. J'en profite du cheminement pour regarder les trucs Vikings. Les Vikings, ils font ce qu'ils veulent. Bah, Rodman, il faisait ce qu'il voulait en NBA. Voilà, j'ai envie de faire ça, bon, je ferai ça. J'ai pas envie de shooter, je shooterai pas. J'ai envie de mettre mes cheveux bleus, je mettrai mes cheveux bleus. J'ai envie de mettre le ruban pour le sida dans mes cheveux, je le mettrai, hein, personne ne me dira ce que je fais, ce que je fais pas. À l'époque où David Stern faisait la chasse un petit peu aux gens qui n'avaient pas. Le rêve de David Stern, c'était d'avoir des Men in Black, hein. Les mecs habillés tous en costard, tous la même tête, tous les mêmes lunettes, ça c'était le rêve total de David Stern. Dennis Rodman, le mec, robe de mariage, maquillage, il faisait la une des magazines à poil avec un ballon devant le sexe. David Stern, là, ça buguait, hein, quelque part. Donc voilà, essayer de se dire à l'heure actuelle, mais d'ailleurs c'est assez marrant parce que j'essaie d'y penser tout à l'heure, j'arrivais pas à imaginer, à me donner un nom. Je veux dire, je vous demanderais si on cherchait un joueur, voilà, Pat Beverley peut-être, mais c'est pas une star. Pat Beverley, c'est un joueur très moyen. Pat Beverley, hein, il est pas dans les 50 meilleurs joueurs NBA, Pat Beverley, hein. Faudrait que j'essaie un jour de réfléchir, mais Beverley est peut-être même pas, ouais, il est pas dans les 50, c'est sûr, hein. Voilà. Donc en tout cas, imaginez, vous prenez, voilà, on va prendre Draymond Green, voilà. Euh, Super role player, pareil, mais le problème c'est que Draymond Green, il a vraiment pas une personnalité qui emballe vraiment, un petit peu rageux, on voit qu'il aime pas bien, il aime bien cracher sur les anciens. On l'entend beaucoup quand ça gagne pas. Quand ça gagne pas, déjà il est pas bon quand ça gagne pas, parce que c'est un joueur qui sait sublimer les bons joueurs autour de lui, mais si tu lui mets des mauvais joueurs, il a pas le skill set pour être bon, parce que voilà, c'est pas un joueur il va pas te faire gagner des matchs, hein. Donc imagine tu prends là, allez on va prendre Russell Westbrook, parce que pour moi Russell Westbrook, c'est un gars qui est dans le délire, je fais ce que je veux, je m'en fous, je suis contre vous tous. On prend Joel Embiid, on va prendre Joel Embiid qui est vraiment dans ce délire, j'ai envie de faire ce que je veux. Et salut à ceux qui arrivent. On prend Joel Embiid et imaginez que Joel Embiid fait un film avec Jason Statham, euh, pendant sa carrière NBA. Donc imaginez que là, à la reprise, on a Joel Embiid qui fait un film d'action avec Jason Statham. Bah, c'est ce qu'a faisait Rodman, pour dire à quel point. Mais Marcus Smart, c'est pas assez big. Rodman, c'était pas le meilleur joueur, c'était même pas un des 10 meilleurs joueurs NBA, hein. C'était un joueur très spécial parce que sa force principale, c'est le truc que tu vois pas. C'est un très bon passeur, c'est un rebondeur de malade, un joueur qui peut défendre de partout. Il n'y a plus d'équivalent maintenant des joueurs comme ça. Et c'était surtout une méga star par rapport à tout ce qui est à côté du basket. Sur le terrain, le truc, c'est qu'il était mieux rebondeur que tout le monde et qu'il était capable de défendre sur les intérieurs et les extérieurs. Et ça n'existe pas, ça n'existe plus. Des joueurs qui sont capables de défendre sur plusieurs postes, il y en a de moins en moins, hein. Peut-être un peu Kawhi, Giannis, Ben Simmons, et puis c'est tout. Après, il n'y en a plus, hein, des mecs. Marcus Smart, qui peut défendre vraiment plus big que ce qu'il est. Mais le truc de Rodman, c'est que c'était vraiment une big star en dehors, comme je disais. Le mec qui influence un film comme Demolition Man, Wesley Snipes avec le look de Dennis Rodman, c'est improbable. Là, on verrait pas par exemple on verrait pas un film, parce que Wesley Snipes et Stallone dans les années 90 c'était deux méga stars, hein. C'est comme si on mettait le mec de Thor et on prend, je sais pas, une autre star. Bah, on va prendre Statham et le mec de Thor, on met les deux ensemble et un des deux qui essaie de copier vraiment la barbe de James Harden, bah non, il n'y aurait pas ça. Voilà, à dire à quel point Rodman pouvait marquer les époques. C'était assez impressionnant. Et bon, forcément, j'ai dû perdre le fil. Voilà, je disais, Rodman, par rapport à son style, déjà pour savoir quel genre de personnalité on parlait, c'est quelqu'un qui a impressionné et qui a libéré tous les joueurs. Parce que justement, je disais qu'il y avait il y avait justement David Stern qui voulait un petit peu
réguler un petit peu ce style, ces styles, de faire en sorte que tous les joueurs soient vraiment propres. On a vu Iverson aussi, il n'était pas fan, hein, Iverson qui avait totalement le style ghetto, qui arrivait avec il arrivait avec des jupes, il jouait avec des jupes le mec, c'était plus des shorts. Rodman lui jouait avec des boxeurs, il portait le short vraiment vraiment très court, c'était assez marrant, puis il avait très très grandes jambes, donc c'était assez ridicule ses shorts. Mais voilà, ces deux joueurs, d'abord Iverson, après Allen Iverson, c'est eux qui ont permis aux nouvelles générations, hein, un petit peu de s'amuser avec leur tenue, hein. Il n'y a qu'à voir maintenant quand les mecs ils arrivent, au terrain, les mecs comme Russell Westbrook, hein, le mec il va te mettre un gilet en cuir, rien dessous, hein, torse nu. Il y a du Kyle Kuzma, du Kyle Oubre, ces joueurs-là, ils font des défilés de mode un peu bizarres avant les matchs. Et tout ça, hein, ça c'est les enfants de Dennis Rodman, hein, c'est pas, il y a pas à chercher bien loin. Ces joueurs-là ont clairement été grandi, ils ont clairement grandi avec les images légendaires des Bulls. Des Bulls, tu retiens quoi? Pippen, Jordan et bien sûr Rodman. Donc voilà, les mecs, ils ont vu Rodman. Rodman, il s'habillait comme il voulait, c'était la méga star. En plus, il est devenu une célébrité grâce à ça. Le gars, il a eu Electra, il a eu Madonna. Donc voilà, les joueurs, c'est clair que tout ça, hein, ça les impacte un petit peu. Voilà. Après, on avait quoi sur Dennis Rodman? Euh, Quand je disais que c'était quelqu'un qui était faible émotionnellement, qui avait besoin euh, qui avait besoin d'amour, tout simplement. Il y a un autre truc assez connu de lui. Quand il était jeune, il était concierge, il était homme de ménage à l'aéroport de Dallas. Le gars, il allait voler une cinquantaine de montres à l'aéroport pour l'offrir à des potes qui n'étaient pas des vrais potes, hein, pour l'offrir à des personnes pour ressentir un peu de l'amour en retour, hein. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui avait des problèmes là-dedans. Il a dit que même lui, jeune, il n'a pas touché une fille avant 20 ans. Sa première fille, c'était une prostituée qu'avec des potes, ils avaient réussi à négocier. Ils avaient tous eu le tarif à 20 $ pour la prostituée, hein. Donc voilà, on voit que c'était quelqu'un qui avait besoin, qui était en manque de rapport humain. Après, par contre, quand il a commencé quand Madonna l'a libéré, là, c'était plus la même, hein. Là, elle avait libéré un tigre en cage. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tigre en cage, le même Rodman, et là, on va partir un petit peu dans la partie un petit peu coquine du personnage. Euh, Rodman, ouais, alors, je sais pas combien il a d'enfants. On va taper ça. Children. Hop, hop, hop. Il a combien? Là, j'en vois deux, trois. DJ Rodman, Trinity Rodman, Alexis Rodman. Donc, est-ce que ce serait... Et son père aurait 29 enfants, avec 16 femmes différentes. Bon, ça, on ne sait pas si c'est vrai. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'il y en a plus de 20. Comme je disais, celui qui s'appelait Philander Rodman. Philander, qui veut dire en anglais, courir après les femmes, c'était son prénom. Courir après les femmes, le mec, c'était son prénom. Il a 20 gamins. Pas mal. Comme je disais, ouais, donc on va repartir un petit peu dans la partie coquine. Rodman qui découvre, alors il a dit un truc assez marrant, hein, il a découvert sa première masturbation à 19 ans et il a dit, bon, je savais pas, j'avais jamais fait avant, et le jour où je l'ai fait, j'ai compris que j'étais un naturel, que j'étais doué pour faire ça. Puis après, j'en faisais tout le temps. Donc voilà, le mec Rodman qui était, ça c'était le Rodman libéré, c'était plus le mec timide en recherche d'amour, c'était le mec totalement libéré avec sa sexualité. Et c'est ce Rodman-là qui est quand même très très marrant. Donc pas mal d'histoires sur lui. Euh, Ensuite, truc assez marrant, à l'époque de Chicago, Phil Jackson prenait Steve Kerr et Jason Caffey, hein, qui était un power un peu petit mais très très dynamique, hein, une petite boule de muscle. Il les envoyait en soirée avec Dennis Rodman. Consigne, bon les gars, vous allez à la soirée avec Rodman, s'il rentre à telle heure, vous le suivez, vous faites attention à ce qu'il fasse pas de conneries. Tout simplement, en gros, surveillez-le, il prend pas sa coke, quoi. Il va peut-être picoler un petit peu, il va aller avec les filles, mais surveillez à ce qu'il va faire. Surveillez ce qu'il va faire.
Donc Steve Kerr et Jason Caffey, hein, plus jeunes, étaient les nounous de Dennis Rodman et disaient que bah, ils étaient éclatés le lendemain parce qu'ils n'avaient pas dormi, mais Rodman, bah, lui, il faisait des matchs à 20 rebonds après avoir fait la fête toute la soirée. Donc voilà, une anomalie physique de la NBA comme il y en a beaucoup. Ensuite, on avait quoi? Rodman qui nous balance. Il nous balance ses histoires avec Carmen Electra. Alors, tac, tac, tac. Qui nous dit que bah, le Berto Center, qui est le centre d'entraînement de Chicago, il a couché avec elle dans toutes les salles. Il disait dans tous les endroits du Berto Center, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit dans les salles de muscu, que ce soit dans les trucs de kiné. Ils avaient testé de partout, hein. La petite Electra, elle était électrique. Et l'autre, bah, l'autre, il était branché sur 3000 volts, hein. Donc c'était assez rigolo. On a pas mal d'histoires comme ça sur eux. On a Rodman qui dit que c'était assez difficile pour lui parce que chaque fois qu'il rencontrait des couples, souvent le mec disait, écoute, tu veux pas sauter sur madame et moi je regarde. Donc ça c'était assez marrant de voir Rodman déclarer ça. Donc ça c'est pas dans le documentaire, hein. Ça c'est des trucs à part sur des recherches faites. Et ça, c'est ouf parce qu'on se dit que même CR, il a pas ça, hein. Moi, je vois pas un mec qui dirait à CR, ah ouais, vas-y, occupe-toi de madame et je regarde. Ça, non. Mais Rodman, si, pourquoi? Parce qu'il était conscient. C'était même plus un sportif, c'était une rockstar, le gars. T'as l'impression que c'était un envoyé de Dieu qui avait donné la bénédiction à madame et puis les mecs, ils cherchaient ça, quoi. Voilà. Donc lui, dans les recherches que j'ai faites, bon, il disait que ça le gênait un petit peu, mais bon, il a dû, en fonction de la dame, il a dû, je pense, en bon malin, hein, assouvir les plaisirs de monsieur. Après, il y a quoi? Il y a une histoire aussi marrante sur lui, hein. Un jour, il y a une interview à la radio de lui. Les mecs, ils lui posent une question et il voit qu'il répond que dalle. Il est totalement à côté de la plaque et tout. Et en fait, après, il leur dit, ouais, désolé, j'ai foiré mon interview. En gros, euh, en fait, on rebondit un petit peu sur ce que je vais dire sur Rodman. Je parle du personnage Rodman par rapport à ce que me dit la ficelle. Le personnage Rodman, c'est pas. Je parle du personnage en général. Donc là, on va parler un petit peu de ce qu'il y avait dans le documentaire et je vais parler à côté un petit peu présenté pour ceux qui n'ont pas forcément. Moi, j'ai 40 ans, j'ai connu Jordan, j'ai connu Rodman. Il y a un public qui ne connaît pas forcément ou qui était peut-être pas autant à fond que ce que moi j'ai pu l'être, donc je peux raconter des anecdotes assez marrantes autour du documentaire. Après, voilà, je trouve que c'est quand même un peu plus rigolo de savoir de qui on parle ou ce qu'il pouvait avoir autour plutôt que de simplement se cibler sur. Sinon, bah, je vais vous dire, alors vous avez vu ce passage-là, c'est marrant quand il dit ça, c'est marrant quand il dit ça, c'est marrant, ça c'est pas marrant, c'est un peu moins rigolo. Donc des anecdotes, voilà, il fait une interview à la radio, enfin la radio l'appelle. Il fait l'interview, il répond à côté de la plaque pour tout et il répond bêtement pour tout. Après, excuse-moi, il y avait quelqu'un qui était en train de s'occuper de moi en bas là. Donc en gros, il était en train de, il y avait de la choupa choups dans l'air quand il était avec, euh, avec, avec une copine pendant une interview. Donc ça, c'était quand même assez rigolo. On voit le genre de personne que c'est, hein. Le gars, sa vie, c'était ça et même pour aller pour une heure d'interview, le gars il peut pas se retenir, donc c'était quand même assez rigolo. Donc ça, je l'avais dit quand il avait 20 piges. Truc marrant, premier rendez-vous, alors ça c'était, bah, c'est justement le gars qui a fait le documentaire, il a dit il a des anecdotes de ouf, mais il a pas pu, ouais j'ai plus d'eau, faut que j'aille me resservir. Il a des anecdotes de ouf, mais il a pas pu tout caler dans le reportage, tout simplement aussi parce qu'il y a des trucs qui seraient X-rated après, hein, s'il le balance. Il disait, notamment quand ça parle de Carmen Electra, après ils ont quand même balancé vite le truc, alors que c'est là où il y avait les histoires les plus rigolotes. Il disait que première fois qu'ils se rencontrent, Rodman lâche pas l'affaire, hein, fait moi je partirai pas tant que j'ai pas toutes tes coordonnées et tout. Il lâche pas, il force, il force, il force. Elle dit bon, il dit voilà, je partirai pas tant que tu me garantis pas qu'on ira bouffer ensemble. Donc voilà, ça se fait. Premier rencard ensemble, Rodman la met dans sa caisse, il rentre sur l'autoroute, sens inverse pour la faire délirer, genre voilà, regarde quel genre de débile je suis. Il roule sur le, et c'est elle qui a raconté ça au réalisateur du documentaire. Il n'a pas voulu le mettre aussi, hein. Bon, dit Rodman, il a quand même. Allez, il a eu quand même pas mal de soucis, on va pas encore rajouter ça là-dessus, mais voilà, voir à quel point c'était un peu un barjot, hein. Sur l'autoroute, sens inverse, pour faire délirer la meuf, premier encart, hop hop hop,
en trafic. C'est pas autoroute à 2 heures du matin où il n'y a personne, hein. Donc voilà, le genre de personne que c'était, il était quand même assez frappé, hein. Ensuite, un truc assez marrant, en 2010, Dennis Rodman, il va à une grande soirée, il va voir le DJ, il prend le micro, il chauffe la salle à mort. Ouais, on sait que Samakin aime bien ça. En plus, quand il y a une célébrité dans une soirée, bah, ils essaient toujours un petit peu de le présenter. Donc lui, il chauffe un petit peu la salle et il se barre. Il a encore les micros avec lui. Quelques minutes après, il est dans un appart juste à côté de la salle de la fête. Et puis tout le monde commence à entendre. Je fais, mais attends, c'est Rodman qui parle. Je fais, attends, mais j'entends 6 bruits de meufs. Et en gros, Rodman était dans la chambre avec 6 meufs, avec le micro, et t'avais toute une salle qui entendait ce qui se passait. Magique. 6 femmes pour gérer ça, franchement, bravo Denis. Euh, voilà. Donc on a plein d'anecdotes comme ça. Et ça, ceux qui aiment bien ce genre d'anecdotes un petit peu faux-folles, c'est dans un livre qui s'appelle I Should Be Dead by Now. Donc je devrais être mort à l'heure actuelle. I Should Be Dead by Now, c'est une autobiographie de Dennis Rodman. Euh, pour ceux qui aiment bien les histoires un petit peu comme ça, hein, ça peut être sympa. Le seul problème, je pense, c'est que ça parle beaucoup de ses problèmes avec l'alcool, et ça c'est quand même assez triste, parce que bah, Rodman, quand on le voit, il a quand même été bien amoché, et ça a quand même bien gâché sa vie, hein, ça, je vois. C'est quelqu'un qui a été vraiment meurtri par l'alcool, et bah, il va en parler beaucoup dans ce bouquin-là. Mais à côté, on voit aussi pourquoi nous, avec un peu plus de distance, on voit des trucs qu'il a fait, c'est quand même hilarant, hein, toutes ces histoires-là. Ensuite, il a fait quoi? Il avait un fantasme qu'il a réalisé, c'était de kidnapper une meuf d'une enterrement de vie de jeune fille, de kidnapper la future mariée. C'était un de ses fantasmes, il a dit que c'était un de ses fantasmes, et bim, bah, il l'a fait, hein. Il est arrivé à un enterrement de vie de fille de jeune fille, de vie de jeune fille, il prend la future mariée, et hop, allez viens, et ben moi je vais consommer ton mariage. Donc l'histoire ne dit pas si elle s'est quand même mariée après, si elle l'a avoué au futur marié, ou tout simplement si le futur marié était un fan de Rodman et qu'elle a fait en pensant à lui. Euh, bon, voilà, on sait pas. Mais bon, vraiment un petit coquin. Et puis après, la fameuse histoire, hein, il disait qu'il était sur un bateau à Dallas. Euh, Grosse soirée, il était totalement sous, il était chaud. Grosse soirée. Il était avec une fille qui était vraiment très excitée, et qui lui dit, Denis, j'ai une idée. Mets-toi là-bas. Donc en gros, elle était sur le lit, et lui il recule de 5 mètres contre la porte. Elle fait alors. En VO, ça donne I want you to run and jump in my pussy. Donc, en gros, je veux que tu cours et que tu me sautes et que tu me rentres à l'intérieur. Donc lui, forcément, le mec, il aime bien, je l'ai dit, hein, quelqu'un qui avait besoin de cadre, qui était émotionnellement un petit peu friable, et qui avait besoin un petit peu qu'on le guide. Donc quand on lui donne des ordres comme ça, le gars il s'exécute, hein. Fais ça, parfait, le plan il est bien, je le fais. Donc il recule, il court, il saute, il rentre dedans, et au moment où il arrive, il s'éclate le frein. En se pétant le frein, bon, il casse pas le frein de la voiture, hein. Ceux qui connaissent pas ce qu'est le frein, ou si vous l'avez déjà cassé, vous savez, ça fait très mal. Et lui, c'est pas qu'il se l'est coupé, lui c'est carrément pété, il y avait du sang de partout. Et on parle d'un mec de 2 m 3, hein, sur des gabarits de meuf d'1 m 60, 1 m 70. La meuf avait du sang de partout, une blanche. Et en voyant sur sa peau blanche plein de sang, il paraît que la meuf était hystérique. Elle était totalement folle, et lui disait non, calme-toi, I just broke my dick. Je fais, ouais, je me suis juste cassé la bite. Donc voilà, Rodman, ces histoires, des histoires de ouf comme ça, il en a plein. Donc voilà, le gars, c'est tellement improbable. Je vais courir, je vais rentrer dedans, et bon, on ne sait pas qui c'était, malheureusement. On ne sait pas qui est cette fille-là. Ça aurait été tellement génial que ce soit une fille un peu connue, parce que si ça aurait été Carmen Electra, ça aurait été génial. Mais non, c'est pas elle, on sait pas. Malheureusement, on n'a pas le nom de la fille. Mais ça a vraiment, c'était une commande qui lui a été passée, hein. Donc vraiment, elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Voilà. Euh, Comme je disais, il n'a pas eu de cadre jeune, il n'a pas eu de papa. Donc c'est pour ça que lui, Chuck Daly, c'était vraiment figure paternelle.
Phil Jackson également, même si comme il était plus vieux, c'était plus allez, un grand frère comme Jordan, hein, c'était des joueurs qui avaient vraiment une emprise psychologiquement sur lui en guise de modèle, les gens qui le comprennent plus que Chuck Daly qui était vraiment le papa, et il avait vraiment besoin de ça, hein. Alors qu'un gars comme David Robinson, quand il était par exemple aux Spurs, ça s'est pas très bien passé parce que par exemple avec David Robinson, c'était beaucoup plus froid. David Robinson qui vient de l'armée, hein, c'est un joueur, son surnom d'ailleurs c'était The Admiral, lui qui était vraiment très propre, très carré, on le mettait à côté d'un gars qui arrivait avec des cheveux verts et violets à San Antonio, bah, les gars ils comprenaient pas, hein. Ils disaient ouais non mais toi t'as des problèmes mentaux, et ils essayaient pas trop de, de l'accepter comme a pu le faire Phil Jackson, hein, qui d'ailleurs des coachs qui disaient bon voilà t'as besoin de vacances, allez va à Vegas, tu sais que c'est ta dernière saison, la dernière chance de titre parce que Jerry Krause l'a dit, d'ailleurs là-dessus c'est assez intéressant, des révélations, des trucs que j'ai trouvé par rapport bah, pourquoi Jerry Krause en voulait autant pourquoi Jerry Krause en voulait autant à, à Phil Jackson. Donc ça c'est très très intéressant. Ouais, il a joué avec David Robinson, hein. Hop, attends, j'ai un truc sur le coude. Donc je vais y venir juste après. Ça, on va finir avec ça, avec le Krause et Phil Jackson, on va y venir juste après. Voilà, on voit comment Rodman est un joueur intelligent. Voilà. Alors lui, John, il avait déclaré, quand il y a un rebond, tu vas toujours à l'opposé. Bon, après, au final, hein, ça, c'était un petit peu le truc basique. On se disait, voilà, dès qu'il y a un rebond, bim, tu vas à l'opposé. Bon, non, non, c'était pas, ça, c'était probablement une mauvaise traduction de Mondial Basket à l'époque. Mais voilà, il nous dit dans le documentaire, on le voit, il étudie absolument les shoots de tout le monde. Comment est-ce que, d'ailleurs, dans le documentaire, je crois qu'on voit Mitch Richmond en photo derrière, quand on voit qu'il est en train de réfléchir avant le match, il a le plan de jeu, les match-up. On voit Mitch Richmond derrière, donc on peut se dire qu'il doit voir les sessions de shooting de Mitch Richmond, voir quand Richmond, qui était un très 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 gros scoreur, hein, Mitch Richmond, hein, en gros c'était allez, si on le mettrait aujourd'hui, ce serait du Zach Lavine, du, voire du Devin Booker. C'était vraiment du joueur, du très très gros scoreur de franchise moyenne et faible. Donc voilà, c'était typiquement le style Lavin Booker, hein, des joueurs qui sont capables de mettre 20-25 points un petit peu tout le monde. Donc il a eu un beau début de carrière avec Golden State. Après, ça l'avait jeté du côté de Sacramento. Il a fait une grosse carrière niveau statistique, mais sans jamais de résultats. Mais c'est comme si Zach Lavine ou Devin Booker passait toute sa carrière à balancer des 20-25 points sans gagner, quoi. Mais, euh, mais Richmond, c'était vraiment un très bel attaquant, hein, vraiment très élégant, très physique, un peu plus petit que Jordan, hein, il devait faire un 95, il me semble, il n'était pas très très grand. Et encore, quand on dit un 95 à l'époque, hein, c'était leur mesure de draft avec les chaussures, donc en gros, comme quand on voit Charles Barkley, il fait pas 2 mètres, hein, alors qu'au début de carrière, on nous a dit qu'il était plus ou moins à 2 mètres, après on nous a dit un 98. Il paraît que Barkley serait aux alentours d'un 92, un 94. Bon, après, hein, ça c'est pas grave. Euh, Après, alors je sais pas si je l'ai dit, euh, ouais, Rodman, quand il a mis le coup de pied au photographe, il y a un truc en 97, hein, une action offensive, il tombe et bah, sans faire gaffe, il percute un peu un photographe qui est sous le panier. Donc quand on voit un NBA, et merci beaucoup Bordelais, ouais, ça va bien, on fait toujours aller. Sous le panier en NBA ou très près, hein, ça c'est le problème un petit peu des sports comme ça, c'est que les, les bancs sont très près, les spectateurs, les bancs, les photographes sont tous très près du terrain, justement pour avoir une super vue, pour donner la bonne ambiance. Bah, Rodman était rentré dans un photographe, le photographe a dit quelque chose à Rodman, on ne sait pas trop ce que c'est. Rodman a pété un câble et lui met un coup de pied dans l'entrejambe, un bon coup de talent sans non plus le défoncer. Donc l'autre, forcément, hein, on est aux États-Unis, hein, le pays du procès. Donc le gars, on dirait qu'il avait pris un coup de Kalachnikov là-bas. On a l'impression qu'il va mourir. Rodman prend 11 matchs de suspension. Quand il revient, les 11 matchs de sa suspension, il donne le salaire qui est d'environ 845 000 dollars
à des œuvres de charité, hein. Voilà, j'ai fait mon erreur, j'accepte, et ben voilà, je vais essayer de me faire pardonner comme je peux. Il y a un journaliste qui disait de Dennis Rodman, c'est comme un gamin qui va faire des conneries toute la journée, mais le soir, il sera là pour l'heure du repas, hein. Le gars, il sait qu'il y a un cadre à respecter, il va le faire, il va déborder à droite à gauche, mais il sait toujours ne pas aller trop loin. Donc là, bon là, c'était une des rares fois où il est vraiment allé trop loin, hein. Le coup de shoot sur le coup de shoot sur le, euh, le photographe. Après, si vous voyez les images, c'est quand même, c'est pas le plus gros des coups de shoot qui part. Ça a rien à faire. Il a pas à faire ça, tout simplement. C'est pas super spectaculaire non plus, et le gars en a clairement rajouté, hein. Voilà. Après, donc, ça nous parle de Phil Jackson. Phil Jackson, le documentaire nous parle de Phil Jackson, hein. Phil Jackson qui était ancien champion avec New York. Ça nous parle de ses expériences un peu folkloriques à Porto Rico. C'était assez marrant. Est-ce que tu penses qu'elle est... Bon, on en parlera juste après. Euh, donc on voit son expérience un peu folle à Porto Rico, les voitures caillassées, les sangs de poules qui sont égorgés à côté, qui sont mis sur les bancs. On a un maire qui aurait shooté sur un arbitre, donc des anecdotes assez loufoques racontées par Phil Jackson. Après, Phil Jackson qui commence une carrière CBA de coach et se retrouve rapidement dans le viseur de Jerry Krause qui veut le mettre en tant qu'assistant. Le problème, et merci beaucoup Jitloon, merci beaucoup pour l'abonnement, merci chef, et merci pour tous ceux qui ont continué à prendre des abonnements, hein, malgré la toute petite activité là, avec ce confinement, hein. Je vous dis merci, merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, donc voilà, Phil Jackson, qui était déjà dans le viseur de Jerry Krause, hein. Jerry Krause qui voulait de lui en tant qu'assistant coach, qui trouvait qu'il avait un profil assez intéressant. Le problème, c'est que le coach de l'époque n'en voulait pas en tant qu'assistant coach parce qu'il n'était pas, il rentrait pas dans ses critères un petit peu physiques, hein. Phil Jackson qui avait une image de baba cool, fumeur de joint, le mec qui s'habillait un petit peu trop Yannick Noah. Et au final, Doug Collins, lui, aura par contre Phil Jackson en assistant. Donc là, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit que c'est vraiment Jerry Krause qui fait venir Phil Jackson. C'est Jerry Krause qui fait venir aussi Tex Winters. Tex Winters qui a vraiment des principes un petit peu différents de ce que fait Doug Collins, qui responsabilise vachement les scoreurs sur un jeu un peu plus individualiste. On a pu le voir un petit peu quand Doug Collins s'est retrouvé du côté de Détroit et qu'il avait Grant Hill par exemple. Bah, Grant Hill avait le ballon tout le temps dans la main, hein. Doug Collins n'était pas réputé pour faire le style de jeu le plus intéressant. C'était vraiment le coach à l'agnac, au mental. Mais bon, voilà, les stars ont la balle dans les mains et puis voilà, tu te débrouilles, hein. Comme ce qu'il a dit, hein, dans le documentaire, fin de match, donnez la balle à Michael, écartez-vous. Bon, c'est voilà aussi pourquoi t'es pas champion comme ça. Tex Winters qui a son principe du jeu en triangle, ça collait pas trop avec Doug Collins, ils ont attendu Kroos qui trouvait que c'était quand même intéressant à demander à Phil Jackson de bosser avec Tex Winters, donc ils ont peaufiné un petit peu ce qui deviendra l'attaque en triangle des Bulls quand Phil Jackson arrive aux commandes. Et d'ailleurs c'est marrant, on voit qu'au début apparemment Jordan n'était pas trop chaud, il comprenait pas trop pourquoi il fallait autant donner le ballon et pourquoi pas y aller tout le temps solo, parce que lui pouvait tourner à 37-38 points par match. Et il nous balance un magnifique Tex Winters qui crie sur Jordan en disant il n'y a pas de I dans le mot team, donc there is no I in team. Et Jordan qui répond très très malin, ouais mais il y a I dans le mot victoire, hein, win en anglais. There is an I in win. Donc c'est assez rigolo ce petit passage sur le documentaire. Et on a au final Jordan qui commence à comprendre, voilà, que l'équipe tourne mieux. Ils auraient pu déjà battre Détroit la deuxième année. Le problème, c'est qu'on a le fameux match 7 avec Pippen qui se fait un petit peu caca dans la culotte, hein. L'histoire de la migraine. Pippen qui devient quasiment... bon, on entend parler, on dirait qu'il était aveugle.
Bon, ça c'est tout simplement la panique et la trouille hein, de Pippen, qui était justement longtemps, en début de carrière, il était réputé comme étant un joueur assez soft. Pippen, hein. Il avait cette étiquette qui le collait. Et justement, cet été-là, après cette défaite-là, ils ont eu une sale défaite en Game 7. Jordan les a pris à les salles de muscu. Lui, il avait son team, il avait Tim Grover, son préparateur physique. Jordan a pris rapidement du muscle. Il a forcé un petit peu tout le monde à durcir un petit peu leur jeu. Il a pris le cas Pippen sous son aile. Et Bryant n'a pas sorti cette phrase à chaque. Peut-être, peut-être. Connaissant comme Bryant a appris tous ces classiques de Jordan, ce serait vraiment pas surprenant qu'il ait dit ça. Hop. Ah, j'ai pas compris. Euh, Ouais, on a Horace Grant qui disait, et ça fait un petit peu écho au bouquin Jordan Rules, et dont je vais parler sur Michael Jordan, le bouquin de Sam Smith, hein, qui détruit un petit peu l'image de Jordan et de Jerry Krause. Donc je vais en parler juste après, mais je vais finir là-dessus. Euh, Horace Grant qui disait que, voilà, après la deuxième défaite contre Détroit, Jordan était vraiment, il dit, un screaming devil. Donc en gros, c'était un démon qui crie. Il est toujours énervé, il avait perdu toute patience. Et ça, c'est assez marrant, c'est que c'est le moment où Jordan a vraiment commencé à être le gars qui pousse son équipe vers la victoire. C'est justement cette dernière défaite. Il avait le talent, il avait tout, il lui manquait un petit peu de passer le cap physiquement pour pouvoir supporter un petit peu tous ces chocs que mettait Détroit. Et en passant ce cap physiquement, il a passé aussi un cap mental en se disant, allez voilà, maintenant je vais être beaucoup plus, je vais beaucoup moins faire, parce qu'on voit au début du documentaire quand il parle des autres, de son équipe, quand il disait que quand il était allé voir le reste de l'équipe, qu'il y avait une partie qui était en train de fumer de l'herbe, d'autres parties qui prenaient de la coke et d'autres parties qui étaient avec des meufs, il s'est dit, bon, à partir de maintenant, ça va être moi solo. Et là, il a vu que lui solo, c'était plus dur, mais donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que lui solo, il pousse tout le monde. Et là, c'est ce qu'il commence à faire, hein. On voit qu'il a pris Pippen sous son aile. Et Jalen Rose qui a déclaré qu'à partir du moment où Jordan a poussé Pippen avec notamment le triangle et que Pippen est vraiment devenu un vrai point forward, hein, qu'il avait plus le ballon en main que Jordan la création de jeu, parce que Jordan était vraiment à la finition. À ce moment-là, Détroit avait plus d'armes pour lutter contre Chicago, hein. Il disait Jalen Rose qui est une légende de Détroit, il vient de là-bas, de l'État du Michigan, hein. Du Michigan, il a fait son université au Fab Five de Michigan, et c'est probablement le meilleur journaliste à l'heure actuelle, hein, celui qui donne le plus d'infos insider sur la vie des joueurs NBA, hein. Il est vraiment vraiment excellent là-dedans. Euh, il a vraiment c'est tout simplement un tueur, hein. David Stern disait souvent de lui que c'était le meilleur journaliste américain. Il y a une raison aussi, hein. Donc, Jane Rose disait que dès qu'il a vu que Pippen commence à devenir un vrai meneur depuis son poste 3, ils se sont rendus compte que ça pouvait plus passer. Voilà. J'ai pas lu la. Non, j'ai pas compris, ou peut-être qu'il faut lire. Bref. Euh, on en est où? Truc assez marrant, Michael Jordan hyper rancunier, hein, tout comme Larry Bird, c'est assez rigolo là-dessus de les voir là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'au prochain épisode, ou dans l'épisode d'après, en gros, il va avoir la rivalité naissante Kobe Bryant, je crois que c'est dans le prochain, c'est Kobe Bryant et Michael Jordan. Et on va voir Larry Bird qui arrive lors d'un All-Star Game, hein. On voit Magic, on voit Bird, on voit Jordan avec Kobe, que du très très lourd, hein. Voilà. Sinon, on avait quoi? Voilà, je voulais dire, pourquoi est-ce que Phil Jackson et Jerry Krause, ça allait pas? En gros, ça c'est ouf d'ailleurs que c'est vraiment pas repris à l'heure actuelle, parce ça c'est le truc qu'on a appris il y a quelques années. Jerry Krause, euh,
Jerry Krause, ouais, le general manager de, de Chicago, c'est lui qui a mis en place. Donc, il a fait venir Tex Winters, il a fait venir Phil Jackson, qu'il a mis assistant coach, qu'il a mis coach. Il a fait venir Pippen à la draft, Horace Grant. Plus tard, il a fait venir Rodman. Il a fait venir Kukoc. Les 6 titres, c'est lui l'architecte principal. Il y en a deux, les architectes principaux. Jordan, qui était le leader, et Jerry Krause, qui a vraiment tout construit autour. Le truc, c'est qu'après, forcément, question de sous, question de comment dire, le complexe Napoléon, hein, le petit qui veut être mis en avant. Jerry Krause, hein, le petit qui voulait un peu plus de lumière, mais sur un poste où à la base, hein, les general managers, malheureusement, c'est le poste de l'ombre. Lui aurait voulu avoir un peu plus. Et on avait un Phil Jackson qui paraissait bien cool, bien zen, mais Phil Jackson qui était vraiment très malin, très manipulateur. Hein. Très 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 manipulateur que ce Phil Jackson. En gros, il y avait un bouquin très connu qui s'appelle Jordan Rules de Sam Smith, un écrivain, qui écorche un petit peu Michael Jordan en disant que voilà, c'était quand même un tyran qui ne respectait pas humainement ses partenaires, qui les traitait mal, quoi. Il était très hautain, qui se foutait un petit peu de la gueule de Jerry Krause, hein, qu'il faisait passer pour un clown. Et en fait, il y avait plein de choses, de vestiaires qui étaient dévoilés. Et pendant longtemps, ils se sont dit, mais qui est la taupe? Qui a balancé ça un petit peu à la Patrick Evra? Qui est la taupe? Et longtemps, ils ont cru que c'était un gars qui s'appelait Bach, qui était l'assistant coach de New York, de Chicago. Et si bien que Jerry Krause, il a fini par, le general manager, il a fini par virer l'assistant coach. Le problème, c'est que le journaliste qui a écrit le bouquin, un jour, il est venu voir Jerry Reinsdorf, qui est le big boss de Chicago. Il a dit, bon voilà, moi, toutes les infos que j'ai eues sur ce livre-là, je les tiens de Phil Jackson. Donc c'est lui, le journaliste, qui a écrit un bouquin qui flingue Jordan et qui flingue Jerry Krause, euh, qui a donné plein de grains à tout ça. C'était Phil Jackson qui avait balancé toutes ces infos pour un petit peu casser l'image de Jordan tout puissant, pour écorcher un petit peu son image, et aussi celle de Jerry Krause, justement après pour se dire, en gros, c'est qui le plus cool dans cette affaire? C'est un petit peu aussi Phil Jackson, qui est le master zen, tout ça. Donc très très calculateur que ce Phil Jackson. Et le truc, c'est que quand Jerry Krause l'a appris de son boss, qui était son pote, hein, parce que je crois, il me semble que les deux là allaient à la pêche, que Jerry Krause et Jerry Reinsdorf en ont discuté. Jerry Krause a appris que c'était Phil Jackson qui avait balancé ça sur lui. Après, Jerry Krause, c'était terminé. Hein. Toi, tu m'as fait ça, allez, je te pardonne rien. Et il a eu raison. Donc voilà. Et c'est, comme je dis, le truc, c'est que ça aurait été intéressant que le journaliste qui prend clairement un point de vue pro Jordan, pro Jackson, et Krause, on le met de côté, qu'il en parle. Mais à aucun moment, il parle de ça. Donc, on ne sait pas tout ce qui s'est dit, mais ce qui est sûr, c'est que Sam Smith aurait dit à Jay Reinsdorf, j'ai des infos sur mon bouquin, j'ai des infos qui viennent directement, pas du gars que vous avez viré, hein, qui est back, mais qui viennent de Phil Jackson. Et Phil Jackson, euh, qui a écrit un bouquin, qui a dit qu'il ne savait pas d'où sortaient tous ces trucs. Donc ça c'était quand même assez flou, et c'est rigolo que justement encore, comme je disais, que l'épisode 2 pour moi était vraiment un épisode à jeter, parce que a cartonné Jerry Krause, alors que c'est lui, celui qui a créé Chicago, avec en point principal Michael Jordan, mais c'est lui qui a créé tout ce qu'il y avait autour. Lui rentrer dedans, oublier un petit peu la partie coach, moi je ne comprenais pas trop. Merci beaucoup, beaucoup trop chaud, hein. Merci pour la force, Mister. Voilà. Donc voilà, on apprend des trucs comme ça, qui sont encore une fois oubliés par le documentaire. Et c'est pour ça que moi personnellement j'aime pas ce genre de documentaire, parce que voilà, ça va être, on va prendre le point de vue du réalisateur. Et le réalisateur, s'il est carrément en dehors de l'histoire, il peut faire le truc le plus précis possible. Si le réalisateur il doit avoir l'accord de Jordan pour faire ça, c'est mort. Parce que Jordan il n'aime pas Krause. On va faire en sorte que
Kroos, on va dire que c'était le general manager qui a permis de gagner 6 titres, mais on va plutôt dire que c'est celui qui n'a pas permis de gagner 8 titres au lieu de dire que c'est celui qui a gagné 6 titres. D'ailleurs, c'est ce que disait Tony Kukoc par rapport à ce que j'avais dit dans le précédent podcast. Kukoc dit exactement ça. On tombe sur Kroos, déjà il peut pas se défendre, il est mort. Et en plus, le gars il a fait gagner 6 titres. Donnez-moi quelqu'un qui a gagné 6 titres vous pouvez me donner tout sport, un gars qui a réussi à monter une équipe pour gagner 6 titres. À part Olas, il n'y en a pas 50. Hein. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Documentaire. Bah, le premier, ça se regarde, c'est de l'histoire. Le deuxième, moi, j'aime pas du tout parce que le deuxième, il y a du mensonge. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas du mensonge, c'est du on dit. C'est pas du on dit, c'est du parti pris mensonger qui cache la vérité. Dans le deuxième, on parle des problèmes de contrat de Pippen sans parler de la jalousie de Pippen sur Kukoc. Alors que ça, c'était. Et du traitement Kukoc, qui était clairement évident. On a. Comment ça s'appelle Ferguson, ça compte pas, il est resté 50 ans. Euh, mais voilà, il n'y en a pas 50. Il faut réfléchir, ça sort pas systématiquement. Et c'était d'affilée. C'est deux free pits qu'ils ont fait Chicago. Est-ce que les Patriots, ils ont gagné deux fois, deux free pits, je suis pas sûr. Manchester, bon, il y a une période où Manchester a gagné tout le temps, donc probablement. Est-ce qu'ils ont fait deux fois trois titres d'affilée? Il faudra regarder, ça doit aller assez vite à trouver. Et je crois l'OL, ils ont gagné 6 ou 7 titres d'affilée, un truc comme ça. Voilà. Bah, 620 ans, c'est pas comme voilà, quand Kroos est arrivé, l'équipe, elle a vraiment tout gagné en 8 ans. Ils ont gagné 6 titres sur 8 ans. Hein. Et encore, si Jordan était revenu un peu plus tôt, parce qu'il vient en cours de saison, il était cramé contre Orlando, sinon ils auraient pu en prendre un autre. Voilà. Donc, je disais, le premier épisode, il se regarde, ben voilà, c'est de l'histoire sur Jordan, ça fait plaisir de revoir ça, c'est le confinement, tout ça. Moi, personnellement, je regarderai plus jamais. C'est pas des documentaires qui me marquent, mais ça fait plaisir de voir ça. Le premier, ça se regarde. Le deuxième, moi, j'ai pas du tout aimé parce que je trouve que l'angle d'attaque, il est pas bon. Le troisième et quatrième, ça se regarde clairement. Ça fait plaisir de voir, de voir Rodman. Phil Jackson, on en apprend un petit peu. On voit surtout leur lutte pour passer la lutte mentale, les étapes qu'ils ont dû passer avant de faire tomber le géant des trois Pistons, des Bad Boys de Detroit Pistons. Ça, ça, c'est intéressant si tu n'as pas trop suivi. Le truc de ce documentaire, si tu as un certain âge et que tu as suivi un petit peu l'épopée Bulls, t'as pas besoin de le regarder parce qu'il n'y a rien de. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu vas apprendre. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu vas apprendre. Il se vantait d'avoir des images qu'on n'avait jamais vues. Ok, mais il n'y a pas de contenu qu'on ne connaît pas. La plupart, allez, ça va être des petits trucs, des trucs. Par contre, il y a vraiment des trucs intéressants. Hein. Phil Jackson qui a commencé à être coach à Porto Rico avec du sandpool sur les bancs, ça c'est quand même sympa. Hein. Béziers, coach de rugby de Béziers, 10 titres en 14 finales sur 15 ans. Ouais, ça rigole pas. Là, c'est vraiment du gros niveau. Mais après, tu parles du sport des campagnes. Là, hein. On parle du rugby avec les petits shorts, avec le sport des châtaignes. Hein. Donc, bon, je rigole. J'ai beaucoup de copains rugbyman, mais je rigole bien parce que j'ai longtemps habité vers des petites campagnes. Et le rugby de campagne, c'est pas le rugby professionnel. Hein. C'est vraiment le sport. C'est vraiment le sport. Euh, c'est le sport des villages, des conscrits, quoi. Hein. On y va, ça tape des bagarres, ça boit beaucoup, donc c'est pas le même délire. Voilà. Euh, oui, mais voilà, comme je disais, pour trouver les cinq comme Kroos, bah, faut chercher, il faut se creuser un petit peu les ménages. L'image de Black Jesus, l'image de Jordan qui change. Après, Jordan, la, on va dire quoi. Dans l'idée, on se dit comme c'est le meilleur de l'histoire, on a tendance à améliorer les qualités de la personne. Jordan, ça a jamais été c'est pas un philanthrope, c'est pas la meilleure personne du monde. C'est comme Kobe par exemple. Kobe, euh, mal- malheureusement, il est décédé. Horrible avec sa fille, donc ça c'est vraiment le truc qui rajoute encore plus de tristesse. Faut pas oublier que c'était pas la personne la plus cool Kobe quand il jouait. Déjà quand il jouait, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont connu un peu Kobe sa carrière, il était irritant à jouer. Il était perso, il est à l'origine du clash avec Shaq.
quand il balance, c'est ça, tu as l'homme et tu as le joueur. Le problème, c'est que quand un joueur est trop au-dessus, les gens ont tendance à se dire, putain, mais ce gars, il est tellement au-dessus que l'homme doit être à ce niveau. Mais non, Kobe, il rendait ouf parce qu'il était, surtout en fin de carrière, il était catastrophique. Il shootait mal, il shootait tout le temps, il défendait plus, alors que lui c'était un très bon défenseur. Euh, Quand il s'est fait accuser de viol, Kobe, donc on ne sait pas si c'est vrai, Kobe balance au flic qui l'arrête, j'aurais dû faire comme Shaq. J'aurais dû faire comme Shaq, la payer, lui donner une Ferrari. Euh, Shaq a appris ça, Shaq pardonne pas à Kobe. Maintenant, plus facile de pardonner par rapport à ce qui s'est passé, mais voilà, gros gros clash. D'ailleurs, Shaq est trade l'été suivant, hein. Donc, euh, on a tendance, alors je ne sais pas pourquoi, à penser que parce que quelqu'un est géant, la personne est au même niveau. Bah non, je suis désolé. Il y a des joueurs, il y en a qu'à voir dans le foot, hein. Il y a des joueurs qui sont génialissimes, mais humainement, ils n'ont pas l'air d'être géniaux. Je sais pas. Un truc. Benzema, moi, c'est un joueur que j'adore. J'adore Benzema. La personne, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce que je vois, je suis pas fan. Pourtant, sur le terrain, je sais pas, je me dis, putain, je suis coach d'une équipe de foot, moi, en numéro 9 je veux lui, je veux pas, je vois pas joueur plus complet, plus intelligent, mais je veux un joueur comme ça sur le terrain. Par contre, humainement, je suis pas fan du tout. Et je comprends pas pourquoi CR, voilà, CR, on sait qu'il a un grand cœur, ça a l'air d'être un gars vraiment cool. Il a l'air beaucoup plus sympa qu'un mec comme Messi. Après, je connais pas, je peux pas juger Messi, mais il a l'air beaucoup plus sympa. Mais je sais pas pourquoi on se dit. Parce que Jordan, c'était au-dessus de CR7, c'était vraiment number one ever. C'était le copain de Bulls.fr tout à l'heure qui faisait. Donc vous allez sur son. Si vous voulez de la bonne couverture basket, vous allez sur son. Sur le. Comment ça s'appelle? Sur le compte Twitter de Chicago. Vous tapez Chicago Bulls France, donc c'est Bulls FR sur Twitter. Et ils ont fait un périscope tout à l'heure. Et c'était intéressant. On voyait justement cette personne-là, le boss de Bulls.fr. Alors, je sais plus si j'ai eu un message en même temps, moi j'ai perdu le fil, qui disait voilà, Jordan, c'est probablement la personne la plus célèbre du monde. Et il a raison. Il a raison, je vois pas trop. Peut-être Trump, Jordan, et puis après, difficile de se dire qui est plus célèbre que ces joueurs-là, que ces personnalités-là. Donc voilà, mais c'est pas parce que t'es le plus célèbre que t'es le plus cool, hein. Donc voilà, alors essayer de glorifier un petit peu Jordan par rapport à sa carrière, ça en fait, c'est pas parce qu'il a une carrière géniale et que ça a été vraiment un gagnant et un tueur que c'est une personne folle sur le terrain. Jamais évident. Bah après, bon, alors, ils nous finissent un petit peu le deuxième documentaire avec la finale contre les Lakers. Bon, les Lakers qui étaient clairement en fin de cycle, hein, l'équipe était quand même moins costaud. On a Magic, c'était sa dernière saison avant la révélation de sa séropositivité. Et on a notamment le shoot, alors là, j'ai jamais compris. Le shoot le plus surcoté de l'histoire du basket, pour moi, c'est Jordan qui monte. Il peut dunker sur Alden Campbell. Je sais pas pourquoi, il a peur de prendre un choc, je pense. Au lieu de dunker, de prendre la faute. Et ben, il monte comme ça. On voit qu'il arrive lancé, il peut le dunker, il redescend et il finit en lay-up d'une autre main. Alors moi, je trouve ça ni beau, ni impressionnant. Mais alors, c'est vrai que quand tu le regardes en replay, ça a l'air cool, mais à vitesse réelle, ça sert à rien. Il montait directement main gauche, il se protégeait de Campbell, ou il montait dunk, Campbell n'avait pas sauté, il aurait fini aussi. Alors ça, je trouve ça l'image de Jordan la plus surcotée pour moi, c'est ça. J'ai jamais compris tout ce délire. L'autre fois, il y avait même il y avait un truc Twitter qui était pas mal retweeté. L'action de Jordan la plus célèbre ou la plus wow de sa carrière. Je me dis, ouais, mais personnellement, je comprends pas. Voilà. Après, on a vu des images qui étaient très sympas. On voit les presses tout-terrain de Scottie Pippen sur Magic, qui lui faisait la misère. Un Magic qui avait quand même perdu d'explosivité. On voyait le Magic qui était plus gras qu'il était en début de carrière, hein. Magic qui faisait ses fameux remontées de balles fesses en avant, hein, parce que, comme je disais l'autre fois, il n'y a pas beaucoup de meneurs
deux meneurs de grande taille qui étaient capables de jouer face aux joueurs avant Penny Hardaway, notamment les grands meneurs comme du Jalen Rose qui a joué meneur ou du Steve Smith, bah, ça protégeait beaucoup avec le corps. Hein. Steve Smith qui a été aussi un peu meneur jeune, ça protégeait beaucoup avec le corps. Des joueurs maintenant comme Ben Simmons, des très grands face au jeu qui n'avaient pas besoin de se protéger avec le corps, parce que Magic c'est ce qu'il faisait, hein. Magic était vraiment très grand, il menait un petit peu tout le monde parce qu'il était au-dessus, il était au-dessus de tous les défenseurs, il avait la tête au-dessus du défenseur et ça lui permettait d'angle de passe que n'avaient pas les petits, mais il avançait quand même beaucoup avec le dos en avant, hein, Magic. Et là on le voit que face à Pippen qui était aussi grand que lui, plus agile, plus vif, et ben il galérait bien. On voit pas mal de fois où dans son dribble, Magic a beaucoup beaucoup de mal. Voilà. Et ça finit là-dessus avec le premier titre, avec Michael Jordan qui était vraiment très très ému, qui prend dans ses bras Magic, hein, parce que Magic. Alors j'ai entendu ça dans un podcast, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas réussi à le retrouver sur internet, mais j'ai entendu ça dans un podcast. Il paraît que Michael Jordan adorait Magic. Et il aurait aimé avoir comme surnom Magic Mike. Et le problème, c'est que quand tu tapes ça sur Google, Magic Mike, c'est le film débile avec les Chip and Dales, hein, avec, je sais plus comment il s'appelle, Tatum, là, le Channing Tatum ou Channing Tatum, je sais pas comment ça se dit, l'acteur assez balèze, bien fit. Quand tu tapes Magic Mike, bah, tu tombes là-dessus et tu tombes pas sur justement un surnom que voulait Jordan. Apparemment, j'ai entendu un podcast américain où un journaliste disait que Jordan aimait tellement Magic Johnson qu'il aurait aimé avoir le surnom de Magic Mike. Bon, ça c'est à prendre à voir, à confirmer. J'ai pas réussi à retrouver des traces là-dessus, mais ça me surprendrait pas. Et on voit que quand Jordan a gagné, il allait voir directement dans les bras de Magic. Il était vraiment très très content. Hein. Voilà. J'arrêterai l'épisode avant de voir cette séquence pénible contre Magic. Oh, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure très peu de temps. Hein. Ça doit être les 5 dernières minutes du dernier podcast, dernier documentaire. Hein. Voilà. Voilà. On avait quelques anecdotes sur Rodman qui étaient rigolotes. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 3 et 4? Est-ce que vous... Moi, personnellement, j'ai pas aimé le 2. Mais bon, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé. Est-ce que vous avez trouvé 3 et 4 aussi bien, mieux, moins bien? Est-ce que vous n'avez pas encore vu? Voilà, c'est toujours intéressant de voir le retour d'un petit peu tout le monde. T'as kiffé Rodman? Ah bah c'est clair, Rodman. Détroit, moi j'ai bien aimé aussi. Hein, la partie Détroit, les Pistons, c'était quand même bien sympa. T'as pas vu encore Pamenos? Parler des Bad Boys, ça fait plaisir de voir ça. 3 4 le 2. Ouais, ça montre bien l'importance. La- on voit l'évolution de Chicago. Hein. Tu vois juste après, 2 petites heures de visionnage. Ah, quand tu le vois, en plus j'y pensais, hein, je me disais putain, quand le podcast c'est fini, je me dis bon, heureusement que c'est le confinement, sinon je serais allé sur un site et j'aurais acheté le maillot de Rodman, probablement site chinois. Voilà, je me dis voilà. Mais après, les maillots de Chicago, je les trouve quand même pas très très jolis. Hein. Je suis pas hyper fan. J'aime beaucoup les shorts, le short rouge de Chicago, je le trouve magnifique. Les maillots, je les trouve pas très 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 jolis. Hein. Et puis je pense que si j'achèterais un maillot, ce serait probablement Pippen. Hein. Salut petit Haro. La boucherie, ouais, c'est clair. Comme il disait, c'était du hockey, hein, comme a dit Rodman. Elles étaient moins fluides dans le 3. Bah, le 3, c'est clair que ça part dans tous les sens. Au début, je me disais, tiens, ça va être du Rodman. Au final, ça part dans tous les sens. Ça parle avant, après, Rodman, Phil Jackson, Jordan, bim, ça revient. C'était pas aussi ciblé que l'autre. Le 2, c'est Pippen, là, c'est Rodman. Non, là, ça partait un petit peu plus dans tous les sens. Hein. Ça donne envie de voir des reportages. Mais il paraît que Kobe, ce malin, il a filmé ses 2 dernières saisons. Mais le problème, c'est qu'il était cramé. Donc,
J'ai peur que d'ici un an ou deux, on ait un documentaire sur Kobe un petit peu pareil. Parce que Kobe aime trop. Il savait probablement il savait qu'il allait avoir le documentaire sur Jordan, donc lui aussi, il a fait à sa sauce. Je ne serais pas surpris de voir LeBron en faire à sa sauce aussi. Bon, ça risque tous d'être un peu pourri, hein. Jordan, ça a été fait. euh, il gagne. Kobe, il fait ça. Il prenait. Ok, son dernier match, il met 60 points, mais il prend 70 shoots. La saison, il shoot à moins de 40%. C'était pas top, hein. Je pense qu'après le documentaire, MJ mettront sur LeBron. Bon, je sais pas du tout. On verra, hein. Et j'ai vu que Kevin Durant va sortir un machin aussi qui sort mi-mai. Euh, Mi-mai, il y a un truc de, je crois, le 10 ou le 11 de Kevin Durant, il y a un truc qui va sortir. Je me demande ce que ça va être. Ah, nous avons détecté une activité inhabituelle sur votre compte. Votre compte a été bloqué. Voilà, quelqu'un qui a essayé de pirater mon compte Twitter. Est-ce que j'ai eu des tweets bizarres là pendant la dernière heure? T'as les VHS Jam Session? Ah, ça flinguait ça, hein. Moi j'avais bien aimé Rising Star, les NBA Superstars. Les NBA Superstars c'était de la tuerie avec la musique. Il y avait Dominic Wilkins, No Manic Panic. Ah, c'était de la tuerie ça. Jordan il a rancune bien tenace, ah, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Jordan il est rancunier comme pas deux. C'est bizarre. J'ai eu. Apparemment là il est bloqué, je peux pas aller sur mon compte Twitter, il faut que je m'envoie. Faut que je le débloque. Je sais pas encore, il y a peut-être encore, comme l'année dernière, ceux qui m'ont fait bloquer le compte. Peut-être j'ai déjà eu deux messages cette année là d'alerte au droit d'auteur pour des. Je crois que c'est une vidéo d'Instagram que j'avais mis de Lance Stephenson. J'ai pourtant dit que ça venait de, euh, de Instagram, mais apparemment il y a des personnes qui ont voulu refaire le coup de l'année dernière à se plaindre auprès de Twitter sur des mauvais droits d'auteur, du fait que je n'avais pas les droits d'auteur, donc on verra. Pourquoi Tim Duncan n'est pas reconnu un des plus grands du basket? euh, Je suis pas trop d'accord là-dessus. Il est réputé comme être un pour beaucoup, il est le meilleur numéro 4 de la NBA. Après, il a eu la chance d'avoir un. Il a eu un top coach. Il a eu deux super joueurs avec lui. Moi, je suis pas si d'accord que ça. Tu sais, réputé pour être un grand, hein. Après, le truc de Duncan, c'est un petit peu comme Kawhi Leonard. Euh, Duncan, c'est un joueur qui était dominant à chaque match, mais c'était pas un joueur qui était éclatant. Kawhi Leonard, il met jamais 50 points. 55 points, des matchs où il est totalement en feu total. Kawhi Leonard, il en met jamais. Tim Duncan, c'était pareil. Chaque match, il allait prendre ses 15 rebonds, ses 12-15 rebonds, 25-35 points, cette fourchette, 2 à 6-7 passes, quelques contres. Un peu comme Kawhi. Kawhi, chaque match, il va être entre 23 et 33 points. Quand Kawhi dépasse 35 points, c'est très rare. C'est des joueurs qui sont vraiment réguliers, mais quelque part en NBA, c'est con, hein, mais ce qui fait ta gloire, c'est ta capacité à faire péter les compteurs. Jordan, il faisait péter les compteurs. James Harden, il fait péter les compteurs. Giannis, il tourne à presque 30 points de moyenne, alors que c'est aussi un des meilleurs rebondeurs. Il mène aussi le jeu. Voilà, les joueurs en NBA, les joueurs qui sont
très 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 réguliers, comme Duncan, comme Kawhi Leonard, et ben, ils ont une aura qui est moins impressionnante que les joueurs qui ont plus de très haut et aussi plus de très bas. Mais Tim Duncan, c'est un joueur qui est vraiment. Alors, je sais pas trop. La presse française, je la lis pas, donc je sais pas trop l'avis qu'ont la presse française sur lui, mais je sais que sur la presse US ou sur tous les joueurs, quand on leur demande de donner le top 5 NBA de l'histoire, poste 4, souvent, souvent, on a Tim Duncan, hein. Il n'y a pas. Tim Duncan, il va avoir du Dirk Nowitzki, il va avoir du Kevin Garnett. Après, ça dépend. Il y a des pros Karl Malone. D'ailleurs, j'ai appris un truc assez intéressant, non, assez surprenant sur Karl Malone. Je savais pas que Karl Malone, quand il avait 20 ans, qu'il était en université, il a fait un gamin et une fille de 13 ans, Karl Malone. Euh, les parents de la fille n'avaient pas porté plainte parce qu'ils se disaient que s'il porte plainte, il va aller en prison. S'il va en prison, il va pas payer. Putain, on va voir à quel point les gens ils sont ouf, hein. Il va pas payer il va pas payer il va pas pouvoir payer les trucs pour le gamin, les, les pensions. S'il est en prison, il va pas payer les pensions, Karl Malone. Donc voilà, pour dire à quel point les gens sont ouf. Lui, au lycée, et il est à l'université, hein, il fait des gamins à une fille qui est au collège. Euh, 13 ans, lui en avait 20. Le gamin, il l'a pas reconnu. Il l'a reconnu quand le gamin avait 18 ans et allait être drafté en NFL. Il lui a dit, voilà, bon, va falloir que tu fasses ton chemin toi-même, t'as pas mon nom. Il s'appelle Bell, Demetrius Bell, je crois, un machin comme ça. Et le pire, c'est que le gamin fait sa carrière à NFL, petite carrière, hein, 40 matchs. Et après, il s'est rapproché un petit peu de son père. Il s'entend très bien avec des jumeaux qu'aurait Karl Malone. Et il va à la chasse avec son père. Je dis, putain, Karl Malone, il a du cran, hein, avec ce qu'il a fait avec sa mère. Il n'a pas peur que l'autre il lui tire une balle dessus, hein. Si c'est Vikings, il prend une balle, hein. Voilà. Il y a eu un bug. Ah bah c'est peut-être fini, hein. Ça s'est peut-être déconnecté. Je sais pas si vous m'entendez encore.